Voilà, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence qu'on organise en partenariat avec l'AVMPN et l'invité de ce soir est Nicole Pasquier-Lemoine. Bonsoir Nicole. Bonsoir Sylvie et bonsoir à tout le monde. Ceux qui sont présents ce soir avec nous et puis ceux qui le seront peut-être après avec le replay. Exactement. Alors, comme je suppose que pour la plupart, vous ne connaissez pas Nicole, parce qu'elle a fait beaucoup d'émissions avec moi sur ma chaîne, mais c'est la première émission qu'on fait ensemble pour la VMPN, où Nicole est entrée récemment. J'avais envie qu'elle se présente dans un premier temps, qu'elle vous parle un petit peu de son activité de thérapeute. J'avais précisé aussi en annonçant la conférence que Nicole est, comme moi, auteure. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle Vivre libre, sans peur, sans douleur, sans relations toxiques. Donc, les relations toxiques, c'est aussi quelque chose qu'elle connaît. Et puis, quand tu te seras présentée, Nicole, j'aimerais bien que tu nous dises, si tu acceptes, et si ça n'est pas indiscret, ce qui t'a intéressé justement dans ce partenariat avec la VMPN. Qu'est-ce qui t'intéressait en fait dans ce sujet des relations toxiques et qui t'a donné envie de t'investir plus pour les gens qui étaient dans le vécu de relations de ce type-là. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Alors, se présenter, comment vous dire? Je m'appelle Nicole Pasquier-Lemoine, tout ça effectivement. Ça c'est pour se parler, savoir à qui on a affaire. Mais qui suis-je? Je suis comme vous en fait. Je suis un être humain, j'essaie d'être heureuse, parfois j'y arrive, parfois je me plante. Puis en me plantant, je sais un peu plus qui je suis et puis j'avance comme ça. Après, dans mon parcours professionnel, à l'origine, je suis kiné, puis j'ai fait des formations pendant plus de 10 ans et donc je suis ostéopathe et je travaille également avec la médecine traditionnelle chinoise. Ma patientèle, ça va du bébé dans le ventre de la mère jusqu'à actuellement, j'ai une personne de 91 ans. Les problématiques peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques et en vérité, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, pour brosser le tableau, hein. Et pour répondre, alors sinon je suis une femme, moi j'aime mon sexe féminin, hein, enfin, je suis une femme mariée, j'ai des enfants, des grands enfants, il y en a plus qu'une qui est à la maison. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette association en fait, ce qui m'a plu dans cette association, c'est qu'au quotidien forcément, moi j'ai des patients depuis, plus de 25 ans au cabinet, chacun avec son histoire, chacun avec son parcours, avec ses écueils aussi et on regarde justement comment faire pour, se remettre sur pied dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire être bien campé dans sa vie et aimer sa vie, aimer son entourage, prendre plaisir le plus possible et tout ça sans douleur. Douleur physique, douleur psychique, et puis savoir faire avec aussi les hauts et les bas parce que voilà, il n'y a pas de jour où on ne se pose pas de questions, où on ne soit pas à douter, mais de rester debout et de savoir avancer quoi qu'il arrive. Et en fait, je suis, en tant que thérapeute, confrontée à un public qui peut aussi bien évidemment être, heu, abaissé, rabaissé, piétiné, et je trouve, toujours, douloureux en fait de voir, des personnes qui se perdent de vue. Parce qu'en fait, c'est souvent ce qui se passe. Je leur demande souvent: «Mais qu'est-ce que vous pensez avoir perdu en fait?» Puis alors souvent on parle de la valeur, et puis en fait, moi je trouve qu'ils ont complètement perdu de vue qui ils sont. Et donc, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, pour vous permettre de vous retrouver vous, dans la valeur que vous êtes, hein. J'ai bien commencé en disant que nous étions pareils. En fait, là, c'est la vie, qui rencontre la vie, dans la vie. Eh bien, je serais super contente si j'ai pu amener un petit quelque chose comme ça. Donc il y a des témoignages au cabinet qui me touchent en fait, hein, et qui font que, en rencontrant Sylvie qui m'a évoqué cette association, je me suis dit: «Bah ouais, j'en suis». Voilà. Donc j'avais envie d'être partenaire de cette association, voilà, pour aider, pour faire que ce chemin soit différent et peut-être apporter un regard différent de ce que d'autres jusqu'à présent vous ont apporté et puis, si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, tant pis, c'est pas grave. Vous trouverez sûrement autre chose pour vous. Voilà. Alors, ce qui est peut-être intéressant aussi de préciser, c'est que tu es sur la région de Nantes, pour ceux qui Oui, voudraient venir te voir à ton cabinet.
Voilà. et que tu consultes aussi à distance. Alors, évidemment, pas pour de l'ostéopathie, mais quand je t'ai parlé du projet, tu m'as dit si, je peux m'adresser aussi à des personnes qui sont loin de Nantes, enfin loin de mon secteur, puisque tu n'es pas à Nantes même, parce que je peux aussi proposer des accompagnements pour des personnes à distance, évidemment avec d'autres outils que ceux de l'ostéopathie. Tout à fait. Il y a plein de façons en fait, d'aider. Ça peut être physique. Alors là, effectivement, l'ostéopathie, j'ai besoin de vous toucher, donc ça va être un peu compliqué d'être à distance. Mais en vérité, vous l'aurez remarqué dans votre quotidien, le thérapeute, il n'est pas à vous tenir la main dans votre quotidien. Donc ça veut dire qu'on se doit, nous, de vous donner des outils pour que dans votre quotidien, ça devienne pratique et que ça puisse être, des clés, qu'il y ait des mots, par exemple, qui marquent et que dans certaines situations, vous puissiez savoir comment faire autrement, comment entendre autrement, du coup, comment vivre autrement. Et et oui, on peut du coup, y compris à distance, bien sûr, donner des outils. Voilà. Et puis même, il y a aussi un autre élément important, c'est le stress que ça engendre. Donc parfois, des états de panique, des sensations physiques désagréables et puis de comment faire pour que dans le quotidien, quand cela arrive en fait, hein, ces crises-là, bah, comment je fais en fait dans ces cas-là? Donc pour ces choses-là, entre autres, hein, après ça peut être pour répondre à des questions très, très pratiques en fait, hein, donc très personnelles, donc à la carte. Eh bien, c'est tout à fait aussi possible, de m'interpeller, de poser des questions. On se prend une heure et puis, on balaye, tout ce que vous souhaitez partager ou toutes les difficultés que vous rencontrez et on le fait à la carte, en fait. Donc ça, oui, ça j'ai déjà fait. Il y a des personnes qui ont été, sur ma région pendant un certain temps, qui ont dû migrer pour un job et qui du coup, utilisent, cet outil-là pour pouvoir, retrouver de temps en temps, en fait, des outils, un certain équilibre, une aide, en fait. Ouais. Donc à distance, c'est possible, voilà, mais sans toucher, Et puis alors, forcément. comme tu parles de la Mmh. carte de ce soir, donc c'est la carte maîtresse, c'est la carte de la valeur. C'est toi qui m'as proposé ce thème quand je t'ai parlé de ce projet d'organiser toute l'année des conférences et des ateliers avec des thérapeutes partenaires de la VMPN. Je t'ai demandé ce que toi tu aimerais proposer et tout de suite tu m'as dit, moi j'aimerais proposer quelque chose autour de retrouver sa valeur, ou plutôt réaliser qu'on ne l'a jamais perdue. Et ça, je pense Mmh. que c'est toi qui vas le développer. Parce que ce que je retrouve en fait comme fil rouge, comme point commun, à ces personnes qui ont vécu des relations toxiques, c'est que elles sont comme dépossédées d'elles-mêmes et de la conscience de leurs valeurs. Donc, je pense que c'est ça que tu voulais commencer par développer ce soir. Oui, parce qu'en fait, la valeur, très souvent, moi, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent: «Mais j'ai plus confiance en moi» et c'est toujours le premier mot qu'on met, en fait, dans mes oreilles, c'est le mot «confiance». Le problème, c'est que pour avoir confiance, ça s'appelle se fier à et pour pouvoir se fier à, ben à quoi? Et en vérité, on se fie à une valeur. Ça veut dire qu'on commence par s'estimer. Et le gros, gros problème, quand on a vécu entouré d'une personne manipulatrice, pervers narcissique, surtout de cette structure-là, hein, il y a des différences entre un comportement qui peut s'approcher en tout cas d'une forme de perversion, une perversité, à être pervers narcissique, où là, on sait que ça va être un vampire. Et donc, cette personne va aller jusqu'à vous sucer la moelle et n'arrêtera jamais tant que vous tenez debout, en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit, il faut fuir, en fait. Et donc ces personnes-là, du coup, ne savent plus quelle est leur valeur parce que ça ne fait plus même partie, en fait, de leur pensée. Il y a plus de notion de valeur. Or, je vous l'ai dit juste avant, c'est la vie qui rencontre la vie, ce que nous sommes tous, sans exception. Ça dépend pas de notre sexe, ça dépend pas de notre âge, ça ne dépend pas de notre culture, du pays d'où l'on vient. C'est la vie. Quoi qu'il en soit, nous sommes la vie et ça veut dire qu'on a tous la même valeur. Donc c'est important de savoir bien s'estimer et cette estime vient en sachant qu'on est la vie et en tant que vivant, eh bien, on a un rôle unique parce que notre façon à nous d'être, c'est autant notre apparence, notre corps, que le timbre de notre voix, que ce que l'on aime, ce que l'on déteste, sur tous les champs, hein, culinaire, musique, artistique, enfin surtout, eh bien, c'est quelque chose d'unique. C'est ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, il y en a qui vont, nous faire rire, d'autres,
peut-être pleurer d'ailleurs, mais en tout cas qui vont nous toucher, voilà, qui vont nous attirer, d'autres, on ne va pas se sentir aussi à l'aise. Bref, on est tous uniques. Et la valeur, elle est identique. C'est ça qui est parfois un peu troublant parce qu'on a tendance à se caler sur notre apparence. Donc, justement, un timbre de voix, il y en a, ah là, j'aime pas du tout ce timbre de voix. On fait presque poubelle avec la personne alors qu'on ne la connaît pas. Et puis, on perd de vue, surtout à chaque fois avec l'apparence, cette fameuse valeur qui pourtant est inestimable, qui ne peut pas se quantifier. La vie ne peut pas se quantifier. Actuellement, on est quand même 8 milliards d'expressions de la vie en tant qu'être humain. Voilà, on va essayer de quantifier ça, bon courage. Et quand on se cale là-dessus, en fait, cette notion de valeur, et qu'on comprend et qu'on intègre au fur et à mesure de chaque journée qu'on a autant de valeur que toute personne que l'on croise, vous remarquerez qu'il y a des gens que vous croisez, que vous admirez, ou même si vous ne les aimez pas entièrement, vous leur trouvez certaines qualités que peut-être vous leur enviez aussi. Et justement, cette fameuse valeur que vous voyez chez l'autre, elle est en face de vous simplement pour vous remémorer la vôtre. Donc, ce que vous êtes capable de voir à l'extérieur est quelque chose que vous possédez vous-même en vous. C'est la fameuse valeur que vous êtes. Et ça, c'est important de se le redire, d'avoir vraiment conscience qu'à chaque fois, c'est précieux et que si on arrive à chaque fois, chaque jour, à chaque instant, de considérer la valeur que l'on est, c'est pas simplement qu'on l'a, hein, c'est qu'on l'est, bah, du coup, de rentrer en communication avec tout individu devient possible. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément bien s'entendre avec la personne, mais ça veut dire que le lien, cette relation, est possible. On ne va pas avoir de supérieur et d'inférieur. Là encore, on se fait avoir avec l'apparence du terme. D'avoir un supérieur hiérarchique professionnellement ne veut pas dire que cette personne a plus de valeur. Elle a simplement un rôle différent. Voilà, on est comme des pièces de puzzle. Dans le puzzle de la vie, on a un rôle. Mais en termes de valeur, chacune des pièces est aussi importante que sa voisine. C'est ce qui nous arrive à tous. On a tous autant d'importance les uns que les autres. Quand vous perdez une pièce de puzzle, je suis sûre que vous êtes comme moi, quatre pattes sur le sol à essayer de la retrouver ou au fin fond de votre placard. Parce que si une pièce manque, c'est pas le même kiff quand même la fin du puzzle. Donc, on est vraiment tous importants. On a tous à trouver en fait autour de nous, hein, simplement. Cette valeur, elle est déjà là quelque part. C'est ce fameux miroir qui se fait, qui se propose. Et si on vient vers cette valeur à chaque fois, bah, ça change la vie. Aujourd'hui, si vous êtes là, si vous êtes dans cette association, c'est parce que vous vous sentez victime. Donc, ça veut dire que vous vous sentez écrasé. Ça ne veut pas dire que vous vous levez le matin en vous disant: «Oh, je suis une victime de la vie». Non. Mais par contre, vous flippez. Quand vous vous réveillez, vous avez une appréhension. Vous vous croisez les doigts pour que votre journée se passe bien. Que justement, cette personne qui vous a manipulé, ben, le fasse moins, ne le fasse plus même, carrément. Mais si vous êtes au contact, si c'est un conjoint, une conjointe, bah, je sais que vous n'êtes pas bien. Je sais que vous êtes déjà en stress, même si vous n'avez pas conscience que c'est du stress, parce que c'est votre normalité, c'est votre habitude. Et en fait, quand on fait ça, quand on est à se réveiller à chaque fois avec cette pression-là, c'est comme si finalement, eh bien, on était déjà l'ombre de soi-même. Ça y est, être victime, c'est voir l'autre comme ayant un pouvoir sur nous. Et se vivre victime, c'est presque attirer toutes les personnes qui ont l'habitude et qui aiment surtout user d'un pouvoir sur tout le monde en fait, sur une autre personne. Et donc si je vous parle de cette valeur en tout premier lieu, c'est pour que plus jamais vous vous voyez inférieur à l'autre. Mais que tout ce que vous trouvez comme incroyable chez cette personne en face de vous, cette manipulateur, manipulatrice là, eh bien cette personne-là en fait n'a aucun pouvoir. On va commencer par faire un tout petit exercice tel que vous êtes. Je pense que vous êtes tous assis. J'aimerais que vous preniez plus conscience du siège qui vous porte. Quitte à fermer les yeux, j'aimerais que vous sentiez vraiment l'assise, le dossier. Si c'est un fauteuil, bah, les bras du fauteuil. Mais que vous sentiez finalement que votre corps est déposé sur ce siège. Et
prenez le temps de bien sentir chaque point d'appui. Si vos pieds touchent le sol, ajoutez ce point d'appui. Donc le sol pour les pieds, l'assise et le dossier, voire les accoudoirs. Et réalisez que plus vous vous concentrez finalement sur ce support, vous vous concentrez sur je suis assis, assise, et plus vous vous alourdissez finalement sur ce support, vous vous enfoncez dedans. Donc au fil du temps, à se concentrer sur ce support, il y a un calme, quelque chose de plus tranquille à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas complètement calme, il peut y avoir un fond de toile calme et puis sentir qu'il y a un petit agacement à l'intérieur encore, quelque chose qui remue. Mais que finalement, votre corps, il est calme, puisqu'il est assis, fixe, sur ce siège. Et que cette posture rend forcément votre cœur dans un battement plus calme, les muscles également plus détendus, puisqu'ils n'ont rien à faire. Et qui vous êtes est là, entier, entière, porté par ce support. Et tout va bien. Tel que vous êtes là, vous êtes entier, entière, porté, calme, et tout va bien. Eh bien, je vous promets que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque jour de l'année, de toutes les années de votre vie, il en est ainsi. À chaque instant, chaque seconde, vous êtes entier, entière, donc entièrement présent là où se trouve votre corps. Et rien ni personne ne peut changer ça parce que c'est qui vous êtes déjà. C'est entièrement là tout le temps. Et ça, c'est précieux d'en avoir conscience. Soyez en joie, remerciez-vous, soyez fiers de vous, d'être entièrement là, tout le temps. Je ne suis pas en train de dire que vous parvenez à exprimer à l'extérieur et avec les autres autour de vous cette entièreté que vous êtes là et dont vous prenez conscience là maintenant. Je vous dis qu'elle est toujours là. Je vous rappelle qu'elle est tout le temps là et que rien ni personne ne peut changer cela. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais perdre qui vous êtes. Waouh! Ça, c'est le cadeau. Vous ne pouvez pas perdre qui vous êtes. C'est immuable. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on est là. Je vais les laisser s'exprimer sur le chat en attendant qu'ils écrivent s'ils souhaitent le faire. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la valeur. Ça me faisait penser à une petite histoire que vous avez sûrement lue, qui circulait beaucoup sur Internet, sur Facebook, un peu partout, d'un homme qui trouve un billet tout froissé par terre et qu'il compare avec un autre homme qui, lui, a un billet tout lisse dans son portefeuille et où, en discutant, ils se rendent compte que le billet a la même valeur dans les deux cas, en fait, qu'il soit froissé, qu'il soit abîmé, qu'il soit déchiré, qu'il soit fait piétiner. Comme peut-être c'est le cas dans la relation que vous vivez, ou que ce billet soit lisse et comme neuf, c'est toujours le même billet, c'est toujours la même valeur. Voilà, ça me rappelait ça. Et effectivement, quand on s'est fait piétiner, déchirer, qu'on se sent tout abîmé quelque part, c'est important de se rappeler que piétiner ou pas, abîmé ou pas, on a toujours la même valeur.
et que, comme vous, Nicole, vous l'avez fait expérimenter, on peut aussi retrouver cette valeur. Alors, je n'ai pas de témoignage pour l'instant sur le chat, Nicole, mais je me disais que quand on est dans une relation toxique comme ça, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que toute la journée, on est comme bombardé en fait de violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, et que finalement ça demande une grande solidité intérieure de rester conscient de qui on est et de la valeur qu'on est quand toute la journée on subit cette espèce de pilonnage. Alors c'est sûr que sur un laps de temps court, si on est relativement solide, je pense qu'on peut faire face. Quand c'est un pilonnage qui dure depuis des dizaines d'années, je pense qu'effectivement notre résistance s'use. Et que ça devient difficile finalement de se rappeler qui on est vraiment. On observe souvent dans les groupes de parole qu'il y a une sorte de confusion mentale en fait chez les victimes. Alors j'aime pas les appeler comme ça non plus, mais les personnes qui se disent victimes de relations toxiques, parce qu'en fait c'est comme si elles avaient été tellement imprégnées de ce discours qu'on a entendu et réentendu qu'elles se sont identifiées avec lui. Donc justement, comment est-ce qu'on peut faire quand on s'est identifié à la parole de l'autre, au discours de l'autre, pour revenir à soi et à la conscience de soi? Très bonne question. En fait, il y a un élément ultra simple, parce que celui-là, vous le connaissez par cœur, malheureusement, c'est que si je suis face à quelqu'un et que intérieurement, vous voyez bien que là, même si tout n'était pas complètement apaisé en vous dans cet exercice que je viens de vous faire, vous avez ressenti très vite un calme, quelque chose de beaucoup plus agréable. Si quelqu'un ne l'a pas ressenti, je veux bien qu'il me le dise. Mais sinon, je pense pour la majeure partie, vous aurez ressenti quelque chose de bien plus apaisé, apaisant en tout cas. Je te Bien, confirme. Excuse-moi, je me permets de ah, te couper parce que oui. j'ai les réactions sur le chat. Donc, une personne me dit merci de nous aider à prendre conscience de nous-mêmes. Une autre écrit merci, c'est un beau cadeau de me faire prendre conscience que je suis et resterai entière, peu importe l'épreuve ou la situation. Et puis une autre encore qui dit ça fait du bien quand on se rend compte de ça. Donc, ils ont Très bien, effectivement chouette. ressenti le bien. Alors justement, ce qui fait que comment est-ce que je fais, comme dit Sylvie, alors qu'au quotidien, je suis complètement écrasée en permanence par un regard, par un comportement, par un mot, par un geste envers moi, par l'autre, envers moi. Eh bien, en fait, c'est de réaliser que si effectivement, ce geste, cette parole, le regard qui a été porté sur vous, à chaque fois, il engendre intérieurement de la douleur, contrairement à ce que vous venez de vivre, qui est calme, qui est doux, qui est apaisant. Vous pouvez vous dire qu'en face, là, c'est pas de l'amour. Quand je vous ai dit que la vie, ce que vous êtes, rencontre la vie, ce que je suis, dans la vie, vous voyez bien qu'il y a une équité relationnelle. J'aurais très bien pu dire l'amour, qui vous êtes, rencontre l'amour, qui je suis, dans l'amour. Ça veut dire que normalement, c'est quelque chose de doux. Normalement, c'est quelque chose qui fait du bien. Quand on aime être avec quelqu'un, si j'aime être avec quelqu'un, c'est pas pour le baffer, c'est pas pour l'écraser, c'est parce que je prends plaisir à sa compagnie et que cette personne, je l'espère, prend plaisir à la mienne également. Donc il y a une équité relationnelle. Ça fait autant de place aux uns et aux autres. Et c'est comme les pièces de puzzle, vraiment, chacun du coup a sa juste place. Donc si je ne ressens pas ça en moi, c'est que ce qui est en face, là, ce qu'on me propose, c'est un gros mensonge. Si quelque chose est douloureux à mon encontre, je dois avoir le réflexe de me dire « Nicole, tu ne le prends pas parce que ça, c'est un gros mensonge. » Alors, je sais que vous n'allez pas avoir envie de rire tout de suite, mais je vous promets que quand on a pris l'habitude au fur et à mesure de sa vie d'associer le fait que lorsque c'est juste, ça fait du bien tout de suite. Et lorsque ça pique, c'est que vraiment on croit quelque chose dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, qui n'est pas conforme à ce que l'on est. Je vous promets que lorsque quelqu'un se présente après et vous dit « t'es complètement nul », on a juste envie de rire en fait. Tellement c'est ubuesque, tellement c'est pas possible en fait, parce que personne n'est nul. Donc le réflexe qu'on doit avoir, le réflexe que je vais essayer de vous faire avoir, c'est quelque chose que vous avez déjà, parce que c'est répulsif finalement. Tout ce que vous connaissez au quotidien, si vous êtes à cran dès votre réveil, et je sais que vous l'êtes, c'est déjà que là, vous n'avez qu'une envie, c'est de fuir en fait. Si vous écoutez vraiment profondément, au fond de vous,
que vous ressentez, c'est un non énorme qui hurle. C'est ça, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Et pourquoi? Ben parce que ce n'est pas conforme à qui vous êtes vraiment. Vous êtes de l'amour. Donc la seule chose que vous connaissez profondément, c'est aimer, être aimé. Souvent, en fait, je montre ça, mes deux doigts. Et j'explique qu'on a deux états d'esprit. Celui-là, vous le connaissez, on le connaît tous, hein, ça s'appelle l'ego. Alors l'ego, c'est pas que la fierté. L'ego, c'est tout ce qui sépare. Et s'il y a bien quelque chose que vous connaissez aussi, à côtoyer quelqu'un qui est manipulateur, manipulatrice, c'est que c'est une personne qui va vous séparer des autres, qui va même faire en sorte d'isoler chacun. C'est en général des personnes qui vont avoir un discours bien différent, bien huilé, hein, pour donner la béquille à chacun et laisser croire à chacun qu'il est super. Et puis, il va jeter son dévolu sur une proie, c'est vous. Et là, par contre, ça va être un doux amer. Parfois, ça va être comme une caresse, mais c'est juste pour mieux vous enfoncer la seconde d'après. Et ça, vous connaissez. Et le problème de ça, c'est que cette séparation, donc l'ego, eh bien, nous aussi, on en a tous un quelque part, un ego. Donc, on commence par se poser la question de bah, « c'est normal, j'ai un problème ». Et je suis sûre que vous doutez, vous posez plein de questions quand ce schéma commence à arriver. Donc, avec cet état d'esprit-là, on se sépare de soi. En tout cas, ça nous laisse croire ça. C'est-à-dire que l'exercice de tout à l'heure, vous êtes senti mieux, ce n'est pas la sensation habituelle que vous avez dans votre quotidien. Non, la sensation habituelle, c'est d'être séparé de soi. Ce n'est pas du tout cette unité que vous venez de goûter là. La sensation véritable physique, hein, que je suis entier, je suis entière tout le temps. Non, ce que vous avez l'habitude, c'est de sentir que je suis coupée, potentiellement coupée aussi des autres. Et en plus, je culpabilise tout le temps. Alors, se sentir coupable, justement, c'est se sentir pouvant être coupé. Et de soi, et des autres. Puis on y ajoute, bien évidemment, la douleur. On se fait souffrir tout seul. Rien que parce qu'on se sent coupable. Ah, j'ai dû faire quelque chose. Oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc ça, c'est un des états d'esprit. Et avec celui-là, je choisis volontairement l'index, hein, parce qu'on indexe, on met à l'index, on pointe, on juge, on compare. Je parlais tout à l'heure de l'apparence et je pourrais m'amuser, on pourrait s'amuser, Sylvie et moi, à se comparer. On porte toutes les deux des lunettes, mais ce ne sont pas les mêmes, on n'a pas tout à fait... On a des cheveux, hein, mais ce n'est pas la même couleur, etc., etc. Mais avec lui, ces différences-là, je les juge. C'est-à-dire que les apparences, je vais m'y accrocher. Heureusement, on a un autre état d'esprit potentiel qui est topissime. Parce qu'autant celui-ci tente de laisser croire, et malheureusement on y croit trop, c'est aussi la peur, j'y reviendrai tout à l'heure, autant l'autre, il est topissime, parce que c'est l'unité, justement. C'est ce que vous avez goûté pendant l'exercice. Avec l'unité, il est plus possible, en fait, d'écouter ce que dit l'autre. C'est ce que je vous disais précédemment. Lorsque j'ai conscience que ma valeur ne change pas, qu'elle est immuable, et qu'elle est autant que tout ce qui peut se présenter dans la vie, bah, j'accepte tout à fait que l'autre raconte son histoire, que l'autre ait des envies différentes des miennes, parce que je vois que c'est l'unité. C'est une pièce de puzzle qui s'ajoute à moi, ma pièce de puzzle, pour faire cette unité. Chouette, la diversité qu'on trouve merveilleuse dans la nature, et ben voilà, on est tous en train de la proposer. C'est top. Et là, du coup, ça apporte de la douceur en permanence. Exactement la sensation que vous commenciez à goûter tout à l'heure. Et même là, quand je parle, ben vous êtes toujours les mêmes. Quand j'évoque des choses, ça peut remonter des souvenirs plus ou moins agréables, et pourtant, vous êtes toujours porté par le siège. Donc pourtant, vous pourriez toujours vivre cela très sereinement intérieurement, tout en entendant le blabla que Nicole raconte.
Ça, c'est top. C'est quand on parvient vraiment à se sentir vivre là. Je suis là, effectivement, il y a quelqu'un qui parle. Je regarde, j'entends, je vois des choses se passer sous mes yeux, mais à la fois, je sens que oui, qui je suis intérieurement, et faites-le en même temps que je vous parle. Utilisez bien encore le siège. Réalisez qu'intérieurement, vous êtes toujours porté, pouvez vous sentir encore porté, donc lourd sur ce siège, lourde, et que c'est très confortable. Ce siège n'a pas changé son confort depuis. Ça, c'est être présente là. Vous avez dû entendre parler de la conscience, d'être présente à ce que vous faites, etc. Mais là, ça se fait, mais ça se fait très concrètement dans ce qu'on vit là maintenant. On sera en train de cuisiner tous, je vous dirais concentrez-vous sur le légume que vous avez et le couteau dans l'autre main qui vient l'éplucher. Concentrez-vous sur ce que vous faites en fait. Donc ces deux états d'esprit, c'est assez facile de repérer l'un ou de repérer l'autre, parce que l'un engendre systématiquement de la souffrance. Et si le livre que j'écris s'appelle Comment arrêter de souffrir, c'est bien parce que celui-ci, je le décris beaucoup avec justement les relations toxiques. Mais que, ouf, heureusement, il en existe un autre qui est topissime et qui, lui, par contre, c'est tout le temps doux, confortable. C'est pas parce que ce qui se passe sous mes yeux, je suis en accord avec, mais je me sens effectivement juste spectatrice de ce qui se passe. Et donc, je peux garder mon intégrité. D'ailleurs, je garde mon intégrité dans la mesure où ça ne change pas ce que je suis. Pour vous donner un autre petit outil pour voir qu'on ne change pas qui on est, je vais vous parler du gland. Le gland, ce fruit, nous ne sommes pas des glandus, hein, c'est pas ça que je voulais vous donner comme image. C'est juste que le gland, si je le mets dans la terre, ça va devenir un chêne. Autrement dit, le gland, si je le tiens dans la main, je tiens la puissance du chêne dans la main. Tout ce que ce gland manifestera, ça s'appelle un chêne. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous passez à côté d'un chêne, d'ailleurs que vous ayez conscience qu'il y a un chêne ou non à vos côtés, ça ne change pas le chêne, hein, je vous promets, ça reste un chêne. Il ne se transforme pas en pommier, tout va bien, il reste un chêne. Vous adorez les chênes, ça ne change toujours pas le chêne. Hein. Vous ne l'aimez pas, ça ne change pas le chêne non plus. Et chaque jour, à chaque saison, il va exprimer du mieux qu'il peut, avec son rythme à lui, ce qu'il est, un chêne. Donc des moments, vous verrez ses feuilles, vous verrez ses fruits, les glands, ou pas. Si vous passez en plein hiver, ce sera râpé pour vous, c'est trop tard. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va continuer toute sa vie durant d'être un chêne. Ça veut dire que depuis le début, la totalité de ce qu'il est contenue dans le gland. Et que toute sa vie, il va manifester entièrement ce qu'il est. Et c'est comme vous. Alors s'il avait fallu que je vous montre en fait qui vous étiez, il faudrait un microscope, hein, parce que spermatozoïde et ovule, c'est beaucoup plus petit qu'un gland. Mais il n'empêche que la totalité est déjà là pour exprimer qui vous êtes. La totalité est déjà là. Et que la personne en face vous voit ou pas, qu'elle vous aime ou pas, qu'elle vous écoute et qu'elle tienne compte de ce que vous dites ou pas, vous êtes toujours qui vous êtes. Ça ne change pas. Vous voyez bien que la valeur encore est immuable. Elle est vraiment permanente. Elle ne peut pas être tronquée. On peut la voiler. Je ferme les yeux, hop, je ne vois plus. Et dès que je vais réouvrir, je verrai. Donc si je ne regarde pas le chêne, je ne vois pas qu'il y a un chêne. Je ne profite pas du chêne. Je ne bénéficie pas en fait de ce chêne. Mais ça n'empêche pas qu'il est là. Et parfois, c'est ça qui vous arrive. C'est comme si vous aviez fermé les yeux sur vous et que vous aviez trop ouvert les yeux pour voir les autres, et notamment l'autre. Et parfois, il vaut mieux fermer les yeux. N'écoutez pas la bêtise non plus. Et pensez bien que cette énergie, elle est pour vous. Qui vous êtes est entièrement là. Et à tout moment, vous pouvez l'exprimer entièrement. Que ça fasse plaisir ou non,
aux personnes qui vous entourent. Qui vous êtes, ben vous l'êtes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Nicole, si c'est parlant pour toi et que les gens acceptent, ce serait de leur demander d'écrire sur le chat des situations justement où ils quittent leur puissance de chaîne, où ils se sentent, euh, comment dire, insécurisés par ce que leur partenaire ou la relation, la personne avec qui vivent la relation toxique fait ou dit, qu'on ait des exemples concrets en fait de situations dans lesquelles ils se perdent, ils ont l'impression que leur valeur explose et qu'on réexamine avec eux justement comment on peut vivre ça autrement, sachant que la situation elle sera toujours la même, mais que eux pourraient la vivre d'une manière où ils se sentiraient beaucoup plus sereins, comme là quand ils étaient sur la chaise. Parce que quand on est face à son Tout à PN fait. ou sa PN, on n'a pas toujours une chaise à portée de main pour s'asseoir dessus et refaire l'exercice et se rappeler sa valeur. Donc si vous acceptez, les participants de la réunion, j'aimerais bien que vous écriviez sur le chat de manière tout à fait anonyme, hein, je ne lirai pas les prénoms en lisant vos témoignages, que vous nous donniez des exemples de situations qui sont problématiques pour vous et pour lesquelles vous auriez besoin que Nicole vous donne, comment dire, Les clés. voilà, des clés, comment faire pour vivre cette situation-là en me sentant moins déstabilisée, moins insécurisée, en n'ayant pas l'impression que je ne vaux plus rien, que ma valeur explose, etc. Et comme ça, je pense que pour les personnes qui écouteront en replay, ça sera sûrement aidant aussi parce qu'elles vont très probablement se reconnaître dans le type de situation que vous vivez et pouvoir elles aussi utiliser les mêmes clés ou les adapter à leur situation. Mais je pense que de toute façon, tout va se rejoindre. Donc, je pense que ça pourrait être bien pour ceux qui acceptent que vous nous donniez des exemples concrets de situations pour lesquelles vous auriez besoin qu'on vous aide. C'est vrai qu'on pourrait le faire dans le cadre de l'atelier, mais ça peut avoir sa place Oui. aussi dans la conférence. Et puis, en attendant que les gens écrivent, peut-être, Nicole, tu peux parler un petit peu de ton livre et en particulier de cette partie qui concerne les relations toxiques. Comme ça, ceux qui auront envie de travailler avec le livre pourront aussi l'acheter, puisque elle va vous l'expliquer, c'est un livre qui est aussi un peu comme un manuel pratique. Donc, il y a des parties à lire et puis il y a des activités, des choses à poser par écrit. Donc, je te laisse expliquer un petit peu, Nicole. Après, en fait, oui, c'est vrai. C'est un livre, en fait, qu'on appelle un livre guide, parce que j'y mets des témoignages. Hein, alors moi, je commence par moi d'ailleurs. Et puis après, je donne des exemples que j'ai pu côtoyer avec des patients. Je donne des exercices aussi. Donc, il y a des espaces, en fait, pour écrire. Si je pose une question, pour que ça amène à une réflexion pour soi-même et voir comment, dans notre histoire, par rapport au thème qui est abordé, eh bien, il y aurait des parallèles à faire pour votre propre histoire. Eh bien, il y a des espaces pour pouvoir écrire et avancer, cheminer, en fait, avec le livre au fur et à mesure de la lecture. Alors, sur la toxicité, j'évoque souvent le couple, en fait. Je donne souvent des exemples par rapport au couple parce que très souvent, franchement, au cabinet, c'est souvent dans les couples qu'il y a ça. Ça arrive parfois entre parents et enfants, hein, avec les PN, ça arrive aussi. J'ai des patients, notamment là, j'ai une patiente en tête quand j'en parle, c'est le cas. C'est sa mère, hein, qui est vraiment perverse narcissique et donc cette femme, elle a connu ça toute sa vie, elle est mère elle-même aujourd'hui, etc. Mais c'est vrai que dans le livre, j'évoque souvent le couple. Pourquoi j'évoque le couple? Parce qu'en fait, je me base plus sur la médecine chinoise et je parle en termes de féminin et masculin. Voilà. Et souvent dans notre société, c'est assez archaïque comment on regarde l'homme et la femme. Hein. On est assez, on les a vraiment catégorisés. Et donc très souvent, l'homme est associé au masculin et la femme est associée au féminin, ce qui n'est bien sûr pas la vérité. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va être plus féminine que masculine. Ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi? Parce que quand on est le féminin en nous, c'est notre capacité à réceptionner une idée. Là où le masculin va être là pour manifester l'idée, l'exprimer. Donc ça va forcément de pair. Il n'y en a pas un sans l'autre. D'accord? Donc c'est une unité à chaque fois. Effectivement, c'est de reprendre conscience de cette unité. Mais du coup, c'est pour cette raison que j'ai quand même repris ce côté archaïque des choses et que je l'ai présenté en homme-femme et donc souvent dans le couple. Et pour la petite histoire, il se trouve que j'ai dans ma patientèle une femme qui a été mariée longtemps à un pervers narcissique, qui a réussi en fait grâce à ses enfants, hein, parce qu'elle est restée pour ses enfants. Et en fait, c'est ses enfants qui lui ont dit: «Mais maman, qu'est-ce que tu restes faire ici? Tu attends de mourir?»
Et là, ce jour-là, elle s'est pris une claque, mais phénoménale. Surtout que sa fille et son fils lui ont dit la même chose. Et donc, elle a fini par partir, quitter cet homme. C'était très difficile, et ça, vous vous en doutez bien, vous. Et au bonheur, elle rencontre ensuite un homme. Et là, c'est l'amour, quoi. C'est vraiment de la douceur, une bienveillance incroyable, le respect. Enfin, elle n'en revient pas, quoi. Alors que c'est une normalité, quand même. Je tiens à vous le dire, hein. Et donc, elle vit vraiment l'amour de façon très forte. Et puis, même quand elle m'en parle, alors que là, quand elle m'en parle, eh bien, cet homme est décédé. Il a été malade et est mort de sa maladie. Et en fait, elle n'en revient toujours pas. Même des années plus tard, elle n'en revient pas de voir que combien c'était doux, que c'était bon. Et en fait, pendant ce deuil, comme c'était le père des enfants, ce PN, eh bien, ils avaient toujours un lien. Donc il a vu que de nouveau, elle était disponible. Sa proie était de nouveau disponible. Et donc, il a su se montrer sous son meilleur jour, ça vous connaissez aussi, le PN il sait faire ça, le ou la, hein. Et donc il a repris sa proie et en fait, elle est retombée dans le panneau et quand, c'est à ce moment-là que moi je l'ai rencontrée, elle me dit: «Mais je ne sais pas, je comprends pas» et moi je comprenais. Je comprenais parce qu'en fait, elle a vécu l'horreur, elle a vécu le merveilleux et curieusement, elle retournait vers l'horreur. On se dit: «Mais alors comment se fait-il?» En fait, elle a cru que c'était quelque chose, qui était tombé du ciel, en fait. Il y a quelque chose qui n'avait pas changé en elle. Elle avait curieusement pas intégré le fait d'être l'amour elle-même. Qu'en fait, c'était ça la normalité, de vivre ça. Que tout ce qui n'avait pas ce goût-là devait être laissé de côté. C'était non merci. Quand tout à l'heure je vous disais: «Au secours, fuyons», parce qu'en fait, c'est au secours, fuyons. Si tous les jours quelqu'un me dit un mensonge, est-ce que parce qu'on me l'a répété 300 fois, 500 fois, je devrais finir par croire alors que je sais que c'est un mensonge? Ah bah non. Si c'est faux dès la première fois, même au bout de la millième fois, ce sera toujours faux. Donc si vous êtes l'amour, ce qui n'a pas ce goût-là, c'est un mensonge. Et ce qui est le plus difficile pour tout un chacun, c'est de se mentir à soi-même. Ça, c'est la chose la plus difficile. Je sais que c'est là que c'est difficile. Je sais que c'est là où elle s'est fait avoir, cette femme. Elle n'avait pas vu, elle n'avait pas accepté de se faire avoir, en fait, mais qu'elle s'était fait avoir elle-même, que sa définition n'était pas bonne sur elle-même. Alors, Nicole, si tu es prête, c'est super. J'ai des personnes qui ont répondu à notre Ah, demande sur le chat. Donc, on a des exemples concrets. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. J'imagine que ce n'est pas facile pour vous. Et donc, je vais prendre un premier témoignage qui est assez simple. Et puis après, je vais t'en lire d'autres qui sont un peu plus longs. Alors, c'est une femme qui nous écrit. Elle dit: «Je suis séparée du PN, mais il m'envoie régulièrement des SMS me disant qu'il pense qu'on peut reprendre notre relation. Il envoie des photos de notre vie de famille d'avant. Comment répondre et lui faire admettre la rupture?» Alors, puisque tu es en train de parler du mensonge, ouais, on a un très bel bien. exemple. Un bel exemple. Alors, je vais commencer par ça, puis tu me donneras l'autre après. C'est extraordinaire, je souriais même à l'évocation, à la lecture en tout cas qu'en faisait Sylvie, parce que c'est exactement là, on a le prototype parfait du PN qui essaie de ravoir sa proie. Je suis désolée de vous appeler une proie, vous n'êtes pas une proie bien évidemment pour moi, hein, mais c'est toujours comme ça que le PN le voit, donc voilà. Et en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour lui dire non? Ben, en fait, figurez-vous que je vais vous ôter une belle épine du pied, vous n'avez pas à lui dire non, parce que vous n'avez pas à répondre à quelque chose qui s'appelle le mensonge. Si je vous fais blablabla, vous allez me dire: «Bah, je comprends pas pourquoi vous me dites blablabla». Bah, parce que rien en fait, il y a pas à répondre à blabla, ça a pas plus de valeur blabla que de devoir dire non à un PN. On n'explique pas les choses à un PN.
Parce que pour pouvoir lui expliquer, vous allez dépenser une énergie colossale. Et je vous promets qu'en résultat, ça va être nul. Parce que lui, la seule chose qu'il veut, c'est que vous répondiez. Donc la seule chose qu'il attend, c'est que vous remordiez à l'hameçon. Parce que c'est vraiment ça. Il a juste bougé le petit ver de terre. Ça s'appelle la photo de famille, par exemple. Et il s'attend vraiment. Il vous connaît. Donc il espère, il sait que normalement, là, vous allez accrocher à son mail, à son message. Il n'y a pas à accrocher un message. Parce que c'est du blabla, vraiment. C'est un mensonge. Alors, c'est Quand vrai on... que, excuse-moi, je te coupe, je pense aux personnes qui ont quitté une relation toxique et qui ont effectivement coupé les ponts, mais où il n'y a pas d'enfant. Donc, quelque part, ces personnes-là, elles peuvent se permettre de ne pas rester en relation Oui, avec l'autre personne du couple. Maintenant, pour celles qui ont des enfants en commun, oui. il faut quand même communiquer à minima pour prendre les décisions qui concernent les enfants, leur éducation, leurs activités. Donc, de fait, elles sont quand même obligées de rester en contact avec la personne Elles sont en toxique. contact, mais elles sont en contact pour les enfants. Oui. Si ça ne parle, là, ça ne parle pas des enfants. Là, le message que tu viens de me lire, Sylvie, ça ne parle pas des enfants. C'est pas parce qu'on montre une photo avec la réunion de famille totale avec les enfants qu'on est en train de parler de l'éducation pour les enfants ou de se rendre service, par exemple, pour les activités des enfants ou que sais-je, des vacances. Non, là, c'est vraiment reviens parce que vraiment, ça manque de ne pas avoir ton énergie au quotidien. Je veux Donc, toi, juste te pomper un petit peu plus. tu conseillerais d'être pragmatique et de ne répondre qu'aux questions qui concernent vraiment les enfants, s'il y a des enfants, Exactement. qu'aux On ne questions ré- très, très concrètes, quoi. Tout à fait. Si ça ne concerne pas le parent, c'est-à-dire en tant que mère, voilà effectivement mon avis par rapport à tel enfant, on ne répond pas. La femme ne doit pas parler d'elle, en fait. Alors j'ai presque envie de vous le dire comme ça, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à vous le dire. Avec un PN ou une PN, le moins on en dit, le mieux on se porte. Parce que plus vous allez en dire, plus ça va donner des outils, en fait, des clés à cette personne pour vous pomper. Donc si vous osez dire j'adore le musée, ah, ça y est, hop, ça y est, je vais l'avoir par le musée. Je vais lui dire qu'il y a une super expo là, c'est clair, ça va remordre à l'hameçon direct, c'est génial. On ne répond pas à quelque chose qui n'a pas, si effectivement on a des enfants, de commun en tant que parents. On n'a plus de relation. Il faut vraiment comprendre qu'il y a plus de relation de couple. Donc, ce n'est pas à la femme qu'il est supposé s'adresser. C'est simplement la mère parce qu'il s'est passé quelque chose ou parce que c'est pour une organisation. Et puis même là, attention, l'organisation, en général, calez-vous sur ce que le juge a posé. Et calez-vous et contentez-vous de ça. Tout ce qui n'est pas écrit dans ça, c'est non. Parce que ça, vous connaissez aussi, c'est toujours vous qui allez faire plaisir, changer votre planning et puis dans l'autre sens, il y aura jamais le retour, jamais. Et par contre, bien sûr, ce sera: «Ah là là, tu es pas cool, franchement, pour les enfants, tu pourrais faire ça». Non, non. Il faut être vraiment C'est très ouais, pragmatique, c'est c'est pas hyper toujours facile. Moi, je important. pense à des cas, par exemple, de personnes qui, dans les groupes de parole, témoignent en disant quand c'est son tour d'aller chercher les enfants à l'école, par exemple, il y va jamais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes que tes enfants attendent et que personne ne vienne les chercher parce que lui n'y est pas allé? Donc, souvent, les mamans, parce que souvent ce sont des mamans, craquent et finissent par y aller, même si c'est pas leur tour. Ne serait-ce que pour les enfants, que pour que les enfants ne se retrouvent pas tout seuls à l'école. Alors là, en fait, c'est important finalement d'utiliser, enfin d'utiliser, heu de faire en sorte en tout cas que l'école justement qui, elle, est présente, il y a bien sûr les instituts, la directrice, enfin j'espère qu'ils sont au courant que, en général, ils le savent que le divorce a eu lieu et cetera, que la séparation est là. C'est important qu'ils interpellent la personne. C'est-à-dire que si c'est alors je reprends le cas de figure que tu me donnes, Sylvie, c'est-à-dire que le PN, c'est l'homme dans le cas de figure, qu'on cite là et donc l'homme pour voir justement et remanipuler, sa conjointe, hein, son ex-conjointe, eh bien, va laisser les enfants. C'est-à-dire que ça vient la monnaie, hein. Les enfants, c'est la monnaie. Eh bien, c'est important de bien signifier les semaines où on a, les enfants et les semaines où on ne l'a pas, les enfants et donc on n'est pas responsable d'eux
Et c'est important que lui soit vu à chaque fois comme responsable et donc peut-être perdre les droits quelque part, parce que c'est lui qui est en faute. Et en fait, tant qu'on est là et qu'on pallie à ses erreurs, à ses manques, à ses absences, bah, il y a pas de preuve en fait, quelque Mmh. part. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est important, je sais que c'est difficile parce qu'on veut toujours penser aux enfants et on se dit: «Mais pour les enfants quand même, c'est important». J'ai envie de vous dire, n'oubliez jamais que si les enfants vont et chez l'un et chez l'autre des parents, les enfants savent encore mieux. Vraiment, hein, parce que moi, là, je vous citais le cas où ils étaient pourtant sous le même toit que les parents et ils ne comprenaient même pas que la mère reste là. Je me souviens que le fils me disait: «Mais moi, je craignais» et j'essayais de m'interposer parce qu'il était ado à l'époque, il était assez carré déjà. Il essayait de s'interposer pour éviter que sa mère se prenne les coups, voilà. Donc c'est pour ça qu'il a engueulé sa mère, en fait et qu'il a fini par lui dire: «Mais ça suffit, quoi, qu'est-ce que tu attends? Tu attends de mourir?» C'est là où elle s'attendait à tout sauf à ça. Mais en attendant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les enfants ne sont pas dupes. Ne sont pas dupes, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent très bien encore mieux, hein, quand on est séparés, ils savent très bien comment c'est quand on vit chez papa. Ils savent très bien comment c'est quand on vit chez maman. Vraiment. Et ça, je peux vous le dire pour tous les enfants que moi je vois au cabinet, même si les parents ne sont pas, heureusement, tous PN, ça n'empêche que c'est toujours le cas. Ils savent très bien, et encore mieux quand justement les parents sont séparés, de ce que le père ou la mère propose au quotidien. Vraiment. Donc, la culpabilité, je vous en ai parlé juste avant, c'est juste que ça vous sépare de vous. Vous voyez bien que c'est ce qui se passe, d'un seul coup, vous ne savez plus, ça la femme, la mère, tout est dissocié. Oh là là, ah bah, alors en tant que mère, je dois faire ça. Stop, c'est pas vous qui êtes là responsable sur cette semaine. Même si les enfants vous appellent en disant: «Mais papa, il n'est pas arrivé». Ben ouais, tu le dis, au responsable auprès duquel tu étais confié. Donc si c'est le professeur qui doit s'en charger. Et Donc si ça, c'est c'est dans le cas où il y a déjà eu un divorce avec tout une à fait. garde qui a été clairement répartie. Établi par le juge et donc effectivement, quitte à ce que parfois on fasse intervenir ou la police ou la gendarmerie en disant: «Voilà, cet enfant n'a pas été récupéré par son parent». C'est important parce qu'en fait, il y a que lorsque c'est calé sur le plan juridique, c'est toujours la loi et il y a que la loi, j'ai envie de dire, qui arrête les PN. Il n'y a qu'à ce moment-là où là, parce que son comment dire ça? Ça ne redore pas son blason et donc le PN aime ça quand même. Il aime montrer il a un certain charisme en général, il dupe vraiment tout le monde et donc là, dans ces cas-là, ben non, on peut pas, ça n'aura pas marché en fait. Je vais le dire comme ça n'aura pas marché. Donc il faut malheureusement, hein, mais c'est comme s'il fallait accepter d'aller, oui, de le pointer jusqu'au bout. C'est dire: «Ben non, moi, ce n'est pas ma semaine, je ne suis pas responsable des enfants cette semaine-là». Oui, donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'au jugement et jusqu'au cadre qui définit clairement les responsabilités de chacun, il va falloir un petit peu, gérer au petit bonheur la chance, jusqu'à ce que le cadre soit posé. C'est ça. Mmh, OK. Et Et mais alors à la puisque fois, c'est vrai que c'est important d'essayer, malgré tout ce que je vous dis là, essayer d'en retenir le plus pour voir comment au mieux vous pourriez appliquer ça dans votre quotidien, quand bien même ce ne soit pas encore, acté, on va dire ça comme ça sur le plan juridique. Hem Parce que en fait, de la même façon qu'il a une certaine posture, ce PN en face, hein, eh bien n'oubliez pas que vous, en ayant été écrasé longtemps, parce qu'au départ finalement pourquoi, vous avez fini par être écrasé? C'est qu'au départ vous avez cru que c'était vous qui aviez un problème. Il a réussi à vous laisser croire que vous aviez un problème et puis de fil en aiguille, ça a tellement été très important que vous avez fini par en vomir. C'était: «Mais ça passe ou ça casse, mais je vais mourir là, je suis plus vivant». C'est là où le stop arrive. C'est quand on sent qu'on est en train de mourir, en fait. Je suis déjà morte, en fait et donc quand on en arrive à ça, ben, on sait très bien que là, ça s'arrête. On commence à détricoter l'histoire petit à petit. On s'aperçoit qu'en fait, depuis le début, on s'est juste fait avoir, en fait et c'est ça qui est super dur et là, j'ai envie de dire pour tout le monde, c'est super dur. Quand on prend conscience que finalement notre schéma était tout à fait cohérent, était juste, respectueux et qu'on a réussi à nous retourner la tête en nous faisant croire que tout était ça peut être professionnel parfois, hein, je vois ces choses-là se faire sur le plan professionnel, hein, eh bien c'est quand même dingue. On se dit: «Mais c'est fou, j'étais un bon professionnel et j'ai vraiment cru que je faisais de la merde» et donc il y a des burn-out comme ça aussi. Eh bien,
c'est vraiment ça qui est le plus difficile, c'est d'accepter de voir que, en fait, je me suis fait leurrer alors qu'en vérité, non, c'était juste ce que je faisais. Et donc c'est important de rester alors écoutez bien autour de vous, discutez-en autour de vous. Au départ, on a honte, mais il ne faut pas avoir honte. N'ayez pas honte, on apprend ensemble. Et ça permet d'avoir un autre regard et puis d'avoir d'autres tuyaux, mais en tout cas de s'appuyer sur quelque chose de plus de comment dire ça? Je parlais de juridique parce que la loi, hop là, ça calme tout de suite le jeu. Hem, mais j'ai envie de dire même dans la rue quand on traverse un passage piéton, c'est la loi, hein. Ça s'appelle le code de la route et il y en a bien plus qu'on ne croit. Quand on est au travail, il y en a aussi, à l'école, il y en a aussi et donc les papiers qu'on remplit en début d'année servent à ça aussi. Essayer d'avoir le plus souvent possible, en tout cas, une forme de rigueur en disant: «Non mais, je sens que ça me fait mal, donc ça, c'est pas la vérité, donc ça, je le prends pas». Essayer d'avoir, petit à petit cette habitude-là, de sentir, d'être plus dans votre corps et de sentir effectivement ce qui résonne juste ou ce qui fait mal, qui est faux donc. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur Oui, les enfants, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que souvent, les enfants sont un peu pris en otage, hein. Bon, déjà, dans le cadre d'un couple qui est en conflit, les enfants sont c'est le toujours cas. tiraillés à droite et à gauche, avec des relations toxiques encore plus. Et une personne sur le chat nous écrit: malheureusement, de mon côté, je ne lui dis rien sur moi et sur ma vie privée. Donc, je suppose qu'ils sont séparés, mais ils pressent les enfants pour savoir tout de moi sur ma vie et mon intimité. Alors, qu'est-ce qu'on Mmh. fait dans ce cas-là? Alors c'est important de dire aux enfants vous remarquerez les enfants que lorsque vous allez chez lui c'est une femme qui te dit ça? Oui, c'est une femme. Ouais. Quand vous allez chez votre père, à moins que ce soit une conjointe, hein, mais si c'est il, c'est que c'est un homme. OK, donc quand vous allez chez votre père, est-ce que moi je vous demande si je vous demande de m'expliquer ce qui se passe, comment votre père vit? Non, je vous demande pas. Je vous demande simplement comment vous allez, si vous êtes heureux, ça a bien passé, hop, c'est tout. Donc ça veut dire que tout ce qui me concerne. Ça ne concerne pas cet homme, je ne suis plus en couple avec lui et ça ne concerne pas le lien que nous avons, vous. Donc à partir du moment où ça ne vous concerne pas, il y a pas à en parler en fait. C'est le code. À chaque fois, c'est: «Est-ce que ça vous concerne?» Je ne sais pas si je suis claire. Mais en fait, Mmh. c'est Mmh. Pour moi, c'est s'assurer clair, à mais chaque je me fois, dis on qu'avec des enfants recible un peu le petits, rôle. je ne sais pas si c'est… Alors les petits comprennent tout aussi bien, je te promets Sylvie, que les grands parce qu'en fait, ils ont l'art de ils vont jouer, «Viens jouer papa». Ils arrivent toujours à essayer de biaiser d'une autre façon et puis parfois ils disent: «Bah, je sais pas». Ou alors c'est certains osent dire: «Bah, je sais pas» ou je comment il m'avait sorti ça le petit? «Je dis que c'est à maman». OK, c'était à maman, voilà. Alors même si c'était pas un PN en face, c'était un homme qui avait tendance toujours à vouloir essayer de savoir ce qui se passait du côté de son ex-conjointe et le petit, il avait juste dit, parce qu'on en avait parlé, hein, pendant une séance et le petit, il avait juste dit: «Bah, c'est à maman». Il avait compris, en fait, ce qui était à papa, ce qui était à maman et puis, bah, voilà, il respectait le deal et puis, bah, lui, son job en tant qu'enfant, c'était, de prendre, le plus, ce qu'il y avait à prendre avec maman, le plus de ce qu'il pouvait apprendre aussi via papa et puis voilà. Il y a pas de situation parfaite, hein. Je dis pas que ça va répondre de façon pointue à tout le monde, mais la grande ligne, c'est quand même d'essayer de reposer, ce cadre-là, en fait. S'il y a des enfants, eh bien, on fait par rapport à l'enfant, mais on va pas pouvoir compenser ce que l'enfant vit chez son père ou chez sa mère. C'est pas vrai et donc ben, c'est plutôt parce qu'il va vivre autrement chez vous que là, du coup, ça va apporter un complément et que ça va lui permettre de voir ce qui est doux pour lui. Parce que vous voyez bien que ça va être le même repère que ce que je vous donne à vous. À quel moment est-ce que tu te sens le mieux? Ben, là, votre enfant, il va vous répondre: «Ben, maman, je me sens mieux chez toi» ou «Papa, je me sens mieux chez toi». Bon, ben, voilà, vous saurez que, c'est voilà, il grandit, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir de conflit avec vous, qu'il va pas se prendre la tête, qu'il va pas faire de bêtises, hem qui vous détestera pas ponctuellement de temps en temps, bien évidemment, mais à la fois, ça prouve bien que tout ça, il grandit, en fait. Il apprend, et il fait avec les outils que vous lui offrez. Donc il y a un cadre et puis, à l'intérieur de ce cadre, c'est aimant, c'est doux. Alors, la personne qui avait posé cette question te répond: je le leur ai dit, mais ils se sentent forcés, ils sont grands, ils ont 13 et 15 ans, et ils ont même conscience qu'ils ne devraient pas le dire.
Alors, c'est vrai qu'on sait bien que les manipulateurs, souvent, n'y vont pas avec des pincettes, hein, qui peuvent être capables de, je sais pas, de pratiquer l'intimidation, de faire des menaces, ou au contraire des trucs très doucereux en promettant des récompenses ou des, je ne sais trop quoi, si l'enfant accepte de lâcher quelque chose. Donc, c'est vrai que les enfants, ils sont quand même au cœur d'un champ de force très complexe, là. Hein. Mm. Après, questionnez-vous sur qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'ils sachent, parce qu'à la fois, comment dire ça? N'oubliez pas que ça ne change pas qui vous êtes, que cette personne sache ou non d'ailleurs ce que vous faites, qu'elle juge ou non ce que vous faites, ça ne peut pas changer qui vous êtes. Et donc, c'est vraiment quand je disais blabla tout à l'heure, là, c'est comme si, ça y est, le blabla commençait à vouloir arriver. Et, en fait, essayez de reculer ça, c'est fini. Si vous êtes séparés, ça y est, c'est fini. Prenez conscience que, ah oui, quelle est la part de moi qui me reste et je suis encore à accorder crédit à ce blabla ou à m'énerver de savoir qu'il sait ou qu'elle sait. Réalisez en fait que ça ne change pas votre valeur. Véritablement, ça ne peut pas changer votre valeur. Repensez aux chênes de tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui détestent, qui trouvent ça moche un chêne, hein, mais ça n'empêchera pas d'être un chêne, de continuer de croître, de faire, des branches de plus en plus longues et belles et grandes, avec ses feuillages et ses glands. Et de la même façon, n'hésitez pas à être toujours vous. J'ai presque envie de dire, eh ben voilà, c'est presque le signal. Moi, j'appelle ça soit l'appel à l'amour, soit l'expression de l'amour. Donc, quand effectivement l'ego, quand la douleur pointe, c'est comme s'il fallait que vous vous réveilliez, que vous vous sentiez: «Oh là, c'est que j'ai oublié d'exprimer l'amour que je suis. Je dois remettre un petit coup». C'est comme si finalement c'était, non pas je m'écrase de nouveau qui doit revenir, mais: «Oh là, j'allais m'écraser, dis donc. Oh bah vite, il faut que je me relève». La pièce de puzzle qui était repartie au fond du placard: «Oh ben non, bien vite, je reprends ma place». Mais vraiment, ne donnez pas, ne tendez pas le bâton pour vous faire taper dessus, quoi, vous voyez? N'accordez pas crédit à ça, ne donnez pas d'énergie à ça, au contraire, mais soyez fiers de vous parce que là où vous en êtes, si vous êtes déjà dans cette association, vous avez fait le plus grand des pas, c'est que vous avez pris conscience des choses. Puisqu'on conseille souvent dans les groupes de parole aussi, quand les enfants sont utilisés comme ça pour vous porter les stocks, hein, pour vous porter les Ouais. messages malveillants de sa part, c'est de dire simplement, eh ben, c'est l'avis de papa, et je suis d'un autre avis, ou c'est l'avis de maman, c'est son avis, et moi je suis d'un autre avis. Voilà, pour C'est vous ça. montrer que, ok, vous prenez acte de ce qui vous envoie, mais pour autant, ça ne vous atteint pas. Mmh. En fait, il y a 2 choses, auxquelles il faut faire attention, c'est on ne cautionne pas, mais on ne résiste pas non plus au fait Mm. qu'on ait dit ou pas quelque chose et parce que dans les 2 cas de figure, sinon ça nourrit. Ouais. Et donc, du coup, ouh là, je résiste pas, j'entends ça, bah, comme dit Sylvie. Bon, bah, écoute, bah, voilà, j'ai entendu. Moi, je fais autrement, ça se passe autrement chez moi et puis c'est comme ça. Et et encore une fois, c'est bien parce qu'ils sont sur les 2 maisons qu'ils vont s'apercevoir en grandissant. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois, en grandissant, le réveil se fait. Donc, heu, j'ai jamais eu de cas, jamais, où, les enfants, adolescents, en grandissant ne prenaient pas conscience de la trame, bien au contraire. Eux aussi se sont fait aider, ont pu détricoter tout ça, ont compris pourquoi ils souffraient eux-mêmes et à chaque fois ça s'est dénoué comme ça. Donc non, ne vous enfin vraiment à chaque fois, c'est toujours ce petit feeling à l'intérieur, comment je me sens? OK, je vois à quoi j'ai affaire et du coup, je le prends pas. Mais du coup, ça doit me réveiller. Vraiment, je dois me réveiller. C'est vrai que des fois, ça demande un peu de temps. Il peut y avoir des Oui, enfants, je pense en particulier à certains exemples qu'on a eu au groupe de parole avec des ados qui étaient flattés par le père un peu dans le sens du poil, avec enfin le père ou la mère qui était très permissif, et puis l'autre parent qui essayait d'incarner justement le cadre, donc forcément la partie la plus difficile du job éducatif, puisque c'était lui qui devait poser les limites, qui devait poser les règles, qui devait veiller à les faire respecter.
Et en face, l'autre parent jouait le gentil qui permettait tout. Et dans un premier temps, souvent, les enfants ou les ados trouvaient ce parent très complaisant, adorable, et c'était chez lui qu'ils voulaient vivre. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils redemandaient à revenir chez l'autre parent parce qu'ils se rendaient compte, comme tu disais, que c'est pas ça l'amour, et que c'était pas de l'amour, c'était une façon de les acheter en fait. L'achat, je vais Voilà. dire Donc l'achat. ça peut marcher un certain temps, mais au bout d'un moment, comme tu dis, ils ouvrent les yeux et ils reviennent vers l'autre parent en se rendant compte que celui qui les aide vraiment, c'est lui. Puis il y a un autre paramètre, parce que quand tu parles de ça, j'ai un autre cas justement, c'est tout à fait ce qui se passe. Donc la mère propose un cadre, elle a un cadre, effectivement, elle maintient le cadre et à l'intérieur, c'est très serein. Effectivement, chez le père, c'est wouhou, tout est autorisé, il n'y a vraiment pas de cadre. Et l'aîné des deux, mais ils sont jeunes, hein, il est en sixième. Un jour, il vient, il me dit: «Bon, je sais, hein, c'est cool, hein, parce que je peux faire ce que je veux chez mon père, mais en fait, je préfère être chez maman parce que je suis fatiguée, en fait, je tiens pas, en fait, quand je suis chez papa et puis puis j'ai pas les résultats scolaires que j'aime» et en fait, finalement, c'était dans l'inconfort même physique, cette fatigue, en fait, dans lequel ça l'avait mis au fur et à mesure des mois comme ça, qui avait tout de suite fait, en fait, son réveil, en fait. Donc ça pour certains, le réveil, il va vite en plus, dans cet inconfort. Alors, je vais lire Ouais. un autre témoignage qui parle aussi des enfants, puis après on parlera d'autres choses que les enfants. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là, c'est une perverse narcissique Mmh. et je trouve important de rappeler qu'effectivement, il n'y a pas que Ah des oui. pervers narcissiques masculins, il y en a aussi côté féminin. Alors, dans mon cas, écrit donc cette personne qui est un monsieur, la mère monte les enfants contre moi, c'est le chemin le plus facile pour m'atteindre. Je crois, attends, je remonte un petit peu sur le chat. Voilà, je crois que mes enfants ont peur d'être rejetés, ES, donc les enfants sont des filles, Mmh. par la mère et restent loyales envers elles, donc jouent le jeu de leur mère avec moi. Voilà. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Je comprends, hein, que ce soit pas facile. Il y a plein de paramètres là-dedans. Heu, Après, je ne sais pas ce que ces filles, quand ils parlent de faire le jeu de la mère, je ne sais pas ce qu'est faire le jeu de la mère. Je veux bien s'il y a une petite précision là-dessus, je veux bien prendre. Est-ce que, c'est du même acabit que la personne précédente, c'est-à-dire, de demander ce que fait cet homme, s'il a refait sa vie et cetera? Et est-ce que c'est ce que cette femme demande à ses filles? Parce que là, je vous dirais, que, c'est peu importe. N'oubliez pas, peu importe qu'elle essaye de savoir ou pas, finalement, elle n'arrive pas à se séparer de vous, alors que vous, ça doit vous faire du bien d'être séparé d'elle. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et puis, n'oubliez pas que ça ne change pas qui vous êtes, que ça va pas changer votre valeur et après vous pouvez proposer aussi de si les filles vraiment à chaque fois ont peur et qu'elles font part de leur peur, vous pourrez leur dire: «Tu as peur de quoi? Parce que regarde, là, vous êtes arrivés à la maison, chez moi, comment est-ce que vous vous sentez ici?» Et peut-être qu'elles vont vous dire: «Bah, là, ça va papa, mais c'est quand on est là-bas, on a peur». «Bah, peur de quoi? Puisque là, tu arrives et tu es entière, tu me sembles aller bien». C'est aussi faire prendre conscience que cette fameuse peur, tout à l'heure, je vous ai dit, on y reviendra et ben ça y est, l'ego, cet état d'esprit, c'est la peur. C'est-à-dire que je parviens plus à regarder la vie avec la confiance, ça c'est top. La confiance, je vous rappelle, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, on a commencé par parler de la valeur, hein. La confiance, c'est me fier à la valeur que nous sommes tous, déjà. D'accord? Cette femme, même si elle est PN, elle a une valeur inestimable comme vous, comme moi, comme tout le monde. Sauf qu'elle ne le sait pas et croit, elle, à chaque fois qu'elle a besoin de l'énergie de l'autre et donc de vampiriser quelqu'un pour obtenir un statut, pour obtenir une forme de valeur. C'est pas la vérité. Donc cette apparence-là, on ne va pas la garder. Et donc c'est comme si vous proposiez à vos filles non plus de regarder avec la peur, mais la confiance. Entre ce qu'elles ont cru vivre avec la peur et puis
en étant très pragmatique. Vous savez, on part certaines fois dès le matin, on se lève le matin d'une journée et on a l'impression que ça ne va pas aller, on a peut-être des soucis en tête, on a laissé un dossier la veille, on repart avec dès le matin. Donc on s'est déjà dressé un tableau de la journée qui serait assez sombre. Faites le bilan le soir. Quand vous faites le bilan le soir, vous allez voir que de la journée que vous aviez imaginée et de la journée que vous avez vécue, c'est pas pareil. Parfois, quand on est dans le rush toute la journée, on s'aperçoit même pas de tout ce qu'on a fait, de tout ce dont on a été capable toute la journée. Ça veut dire que le soir, il est l'heure de refaire le point et de se réveiller en se disant: en fait, j'ai cru que j'allais pas y arriver, puis j'ai quand même fait ça, 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 ça. Ce fameux dossier, en fait, je l'ai réglé. Ou finalement, finalement, il n'est pas si urgent que ça, il n'y a pas mort d'homme, hein. Bref, vous avez passé la journée. Donc finalement, vous étiez bien plus à la hauteur que ce que vous n'aviez imaginé. Faites peut-être ce travail-là avec vos filles, monsieur. Simplement pour qu'elles s'aperçoivent que ce qu'elles ont vécu chez leur mère, d'abord, elles étaient à la hauteur de vivre ça, de le traverser. C'est fini, elles sont chez vous et elles ont la même valeur qu'avant. Elles auront toujours la même valeur elles-mêmes. J'ai presque envie de vous dire que ce que je vous dis là, qui vous parle ce soir, peu importe ce que vous allez retenir de cette conférence de ce soir, le top, c'est de le partager autour de vous. Pourquoi? Parce que quand j'en parle à quelqu'un, pour en parler à quelqu'un, il faut que ce soit suffisamment clair pour moi et suffisamment intégré. Et le top aussi, c'est que plus je vais le faire, plus je vais le partager, et notamment avec vos enfants, et plus je vais l'intégrer, plus ça va permettre à mes enfants de l'intégrer aussi. Parce qu'en fait, je vais passer à l'action. En parler au départ, vous savez, au départ, on parle, on tâtonne, puis après, on passe à l'action. On se dit, bon, alors j'y vais, hop, je me réveille. Il me pique, hop, je me réveille. Elle essaie de me harceler, hop, je me réveille. Je crois Et que au ce fil monsieur est du déjà en temps, bonne voie parce qu'il ajoutait un petit peu après sur le chat ah, qu'il reconnaissait en fait dans la stratégie de ses filles, la stratégie de son ex-compagne ou ex-femme. Donc déjà, il déjoue, il ouais, perçoit le parfait. mécanisme et il tombe plus dedans. Et il ajoute après, je crois que cette femme a une très faible confiance en elle. Ouais, Et effectivement, c'est vrai que c'est ça oui, aussi le tout problème à fait. ou de l'APN, c'est qu'il démolit l'autre parce qu'en fait, lui-même ou elle-même est dans une insécurité totale, bon, qui ne justifie en rien ce qu'il ou elle est en train de faire. Mmh. Mais c'est vrai que même s'il se donne comme ça une apparence de quelqu'un de très charismatique, très sûr de lui, de sa valeur justement, Mmh. qu'il est même des fois à étaler, hein, parce qu'il aime bien aussi se montrer en Oui, public, le forme PN. d'éloquence. Au fond de lui, en fait, c'est quelqu'un qui tremble et c'est bien pour ça qu'il écrase les autres. Mmh. C'est même quelqu'un de vide. La sensation que ces personnes ont, c'est être vide. C'est-à-dire que de se sentir vivre, en fait, c'est pas ça, c'est de se voir vivre. C'est toute l'apparence, en fait, qui a de l'importance. C'est comme si on se nourrissait que de flanc, en fait, de faux, hein. C'est vraiment ça et c'est pour ça que, vous avez raison monsieur. Elle a sûrement extrêmement peu confiance en elle, mais elle donnera le change systématiquement. Elle aura de l'éloquence peut-être, ou toujours une apparence, parfaite, selon ses critères réels de perfection bien évidemment et ça c'est systématique, oui. Mais effectivement, c'est comme du vide à l'intérieur donc il faut toujours en fait, re-remplir ce vide pour que ce ne soit pas palpable. Mais vos Alors, filles, si vous leur proposez autre chose, de toute façon, elles connaîtront, elles auront un autre goût, et donc elles sauront où quêter, où chercher. Voilà. Elles viendront frapper à votre porte de plus en plus. merci Nicole. Alors, je suis remontée un petit peu sur le chat pour retrouver la réponse de la première personne qui nous avait Ah, répondu. Donc, ma question était, est-ce que vous pouvez nous donner des situations problématiques où vous perdez les pédales en fait face à votre PN? mmh, Alors, cette personne disait, pour moi, ce qui est difficile, c'est l'attaque et les mensonges qui me font perdre complètement mes moyens et je perds totalement ma puissance de chaîne. Alors, j'ai demandé si elle acceptait de nous donner un exemple de ces attaques mmh, pour qu'on comprenne précisément de quoi elle parle. Et donc, elle explique, c'est une femme, mmh. le PN est mon ex-mari et nous avons des enfants en commun. Lorsqu'il me fait un message, je vis cela comme une attaque. Ça me fait paniquer. Pardon, il faut que je descende un petit peu.
Le stress m'envahit, je suis envahie par la peur et j'ai du mal à redescendre et à me dire non, tout va bien, tu fais ce qu'il faut pour les enfants, ne l'écoute pas. Et elle ajoute encore un peu plus loin. Après, une fois que je me suis calmée, je me sens nulle. Donc, on retrouve hein, la culpabilité. Je me sens nulle d'avoir encore paniqué. Voilà, je crois que ça s'arrêtait là. Je vérifie après. C'est un autre. Voilà. Et puis, elle ajoutait, et le mensonge peut être dit avec tellement de persuasion qu'on en arrive même à douter de soi. Bah, de toute façon, c'est bien ça le problème avec une personne PN en face de nous, c'est qu'on doute à chaque fois. On commence d'abord par se sonder, se poser la question avant de se dire bah non, quand même, je suis sûre de moi quand même. Voilà. Alors moi, j'ai envie d'abord de vous féliciter parce que même si c'est pas facile, même s'il y a une forme de crise parce que vous paniquez, etc., finalement, vous arrivez à la surmonter. Et puis même quand vous en voulez, d'avoir, eu cette crise, eh bien, de nouveau, je veux quand même vous dire que si vous culpabilisez ou en tout cas vous en voulez, c'est encore avec l'ego que vous faites ça. Donc soyez plutôt fiers de vous. Quand vous réalisez que vous avez, sombré et puis que finalement vous avez su faire face, bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez su vous réveiller. Vous avez su vous dire: «Bah, en fait, bah, faut que je me souvienne que je suis de l'amour, quoi. Je suis vivante, en fait, j'ai un rôle à jouer, je suis pas morte là, donc» et puis, bah, finalement, si cette personne vient vers vous, c'est bien parce que déjà vous êtes vivante, vous existez. Après, comment elle vous fait exister, c'est pas elle qui peut vous faire exister d'une certaine façon, c'est vous qui existez déjà. Vous êtes déjà le chêne, donc c'est bien ce que vous me dites. Et même si vous croyez que vous n'êtes plus un chêne, je vous promets que ça ne peut pas devenir un pommier, le chêne. Promis, ça ne pourrait pas, c'est pas possible. Donc il en est toujours de même pour vous, même si là, dans ce que vous avez lu, ça vous a fait douter. Heu, Faites la paix là où ça fait douter de vous. Quand vous lisez des mails, parce que souvent c'est le cas, ou des messages, quand il y a un mot qui pique, à chaque fois, arrêtez-vous et discutez avec vous-même en disant: «Comment ça, je crois que je suis nulle? Non mais comment ça, je me traite de mauvaise mère? Ah, il y a une part de moi qui croit ça». Même si vous vous arrêtez là déjà, alors mère ou père, hein, même si vous arrêtez à ça déjà, vous aurez suffisamment pris de distance pour ne plus être ni avec l'ego, même peut-être pas encore avec l'amour, mais au moins vous êtes devenue décideuse ou décideur. C'est comme si vous aviez retrouvé votre place. Vous n'êtes plus embarqué par l'ego, vous n'êtes peut-être pas complètement avec l'amour, mais on est balle au centre. Ah, ok. Et ça, rien que ça, déjà, bravo. Félicitez-vous. Ok, je retrouve ma place de décideuse ou de décideur. Et puis, vous savez très bien que les mails, c'est pas lui qui va savoir si vous êtes bonne mère ou mauvaise mère, parce que c'est pas votre enfant, figurez-vous. C'est votre ex-mari. Donc la relation que vous avez avec lui n'est pas de cet ordre-là. Et aujourd'hui, bah, elle n'existe même plus. Vous êtes juste des parents communs d'enfants. C'est tout. Et donc, c'est les enfants qui pourraient dire si vous êtes bonne ou mauvaise mère. Mais vous doutez bien que les enfants, quand vous vivez quelque chose qui leur est agréable, ils vont vous dire que vous êtes la meilleure des mères. Et puis, si vous ne leur avez pas apporté ce qu'eux souhaitaient, ils ne vont pas vous traiter de la meilleure des mères. Ça, c'est normal. Ça, c'est leur rôle à eux. Mais en tout cas, vous n'oubliez pas que si effectivement cette relation est en mouvement, elle change avec vos enfants, elle évolue, bah, vous êtes la meilleure des mères. J'ai presque envie de dire, vous êtes même la mère parfaite. Ça, c'est important. Merci Nicole. Et puis alors cette même Plaisir. personne nous posait aussi la question, mais je ne sais pas si on a vraiment envie de s'appesantir là-dessus, est-ce que le PM a conscience du mal qu'il fait, des mensonges Ah. qu'il dit, ou est-ce qu'il est dans son délire? Est-ce que c'est vraiment important en fait de s'occuper de Alors ce ça, c'est que intéressant ressent comme le PM? oui, c'est marrant parce que toujours, on me pose cette question: «Mais vraiment, non, mais j'ai besoin de savoir». Eh bien, en fait, vous voulez savoir quoi? Vous voulez, le rendre plus humain? Vous voulez, Il trouve lui des trouver des excuses? excuses? C'est ça. Heu, En fait, dépensez pas d'énergie à ça. Moi, à votre place, je me dirais plutôt: «Bon, qu'est-ce que ça me permet d'aller pointer en moi que je me laisse croire encore, qui pourtant me fait souffrir?» Je continue de me laisser croire que je suis une mère complètement nulle, j'ai du taf là-dessus. Donc il va falloir que je retravaille sur ce sujet et que bien sûr que non, je suis pas, je suis une mère parfaite. Alors je l'explique dans mon livre, mais je tiens quand même à vous le dire. Moi, je distingue le parfait de l'idéal.
L'idéal, c'est par exemple quand on a des enfants, puisque vous m'avez évoqué quand même des situations de parents, eh bien quand on est un parent idéal, c'est un parent qui va finalement pas aider ses enfants à grandir. C'est par exemple un parent qui va s'occuper de tout. Des repas, du linge, qui va toujours les assister, et j'ai bien dit assister au niveau des devoirs, qui va vraiment, tout faire, comme on dit pour les enfants. Un parent parfait est un parent qui va remuer ses enfants. Donc ça veut dire que les enfants vont devoir participer et pour manger et pour le linge et pour leur chambre, et pour leurs activités et pour l'école. Parce que bien sûr, ce n'est pas vous les parents qui allez à l'école, ce sont les enfants qui vont à l'école. Sauf si vous êtes professeur bien sûr, hein, mais et donc du coup, vous n'avez pas à faire les devoirs. Eh bien non, vous êtes là pour, vérifier avec eux s'ils ont besoin, pour pouvoir voir s'ils ont correctement appris et s'ils peuvent, retranscrire le savoir de l'école. C'est tout. Et donc l'idéal, c'est comme si finalement on mettait des tuteurs dans tous les sens. Parce que l'enfant, il n'avait pas besoin de bouger. Il n'a même pas besoin de dire qu'il a faim. Il ne sait pas qu'il a faim, qu'il a déjà à manger sous le nez. Il ne sait pas qu'il a possibilité de se reposer, qu'il est déjà allongé dans son lit. Bref, l'idéal, c'est je ne grandis pas, je suis toujours un petit. Ça fatigue les parents de faire le parent idéal, hein, je vous promets, hein. Alors que le parent parfait, c'est mieux. Là, on se repose aussi quand même. C'est-à-dire que oui, c'est déjà intense d'être parent, hein, mais au moins l'enfant, eh bien, il a sa vie, il l'a en main. Il est responsable de sa vie et c'est ça être un parent parfait. Donc ne pas toujours satisfaire les enfants, eh bah, c'est parfait, voilà. Il y a quelque chose que les parents ont tendance à oublier, c'est qu'en tant que parent, on a le devoir de combler les besoins, de remplir les besoins des enfants, pas les désirs. Les besoins, c'est aimer, c'est apporter de la nourriture, apporter un toit et les vêtements et l'éducation, c'est-à-dire une instruction. Et les soins, peut-être. Et les soins, bien Physiques. sûr, physiques. Je pensais au corps, mais voilà, tout à fait. Ça s'arrête là, hein. C'est-à-dire que tout le reste, ce sont des désirs. Et ça, c'est à l'enfant d'aboutir à son désir, c'est-à-dire de mettre en œuvre, en fait, son propre schéma pour aller vers lui-même. Voilà. Et ça s'appelle la perfection. Voilà. Si ça peut vous aider, prenez. Alors, je te lis, je crois que c'était le Mmh. dernier message que j'avais eu sur le chat, le dernier témoignage. Mmh. C'est une femme. Ouais. Bonjour à tous. Merci avant toute chose pour vos conseils où l'on appuie où cela fait du bien, à contrario des PN. Ouf, c'est bien, Nicole, on n'est pas des PN. Maintenant, ce qui est difficile après être partie et être seule, je recherche toujours à être rassurée par le regard. Et si je ne vois pas d'assentiment de l'autre, même si la personne est bienveillante, je ressens toujours une impression d'être observée comme vivant dans de la souffrance et ayant une image dévalorisée. Alors je me ferme et je n'arrive plus à être moi-même parce qu'il y a une montée d'angoisse et je ne peux plus me cacher. Maintenant, je le dis, maintenant, je le dis que je suis dans un ascenseur émotionnel ces temps-ci et je culpabilise énormément. Attends, je crois qu'il y a encore quelque chose, il faut que j'arrive à descendre. Euh, Ah, pardon, et je culpabilise énormément parce que je ne suis pas, entre guillemets, normale. C'est cela qui est difficile à vivre pour créer des liens. Alors, Attends, excuse-moi, je vais bah, juste voir s'il y avait encore un autre morceau plus bas, parce que comme les gens ont écrit en plusieurs fois, leurs messages se croisent. Non, je crois que c'est bon. ok. Voilà. Alors déjà, vous n'êtes pas anormal, hein. Vous dites que vous n'êtes pas normal. Si, vous êtes normal. En fait, vous êtes un être humain. Et les humains se racontent plein de blagues. Si j'ai fait ça tout à l'heure, c'est bien parce qu'on a des esprits bizarres quand même. Il y en a un qui est vrai, puis l'autre qui est complètement faux. Eh ben, on écoute plus le faux que le vrai. Et ça, c'est les 8 milliards que nous sommes faisons cela. Autrement dit, nous sommes 8 milliards de fous sur une planète. On devrait bien se marrer normalement, hein. C'est pas tout à fait le cas. En fait, quand vous parlez de cette difficulté en fait à retrouver votre valeur, repensez au premier exercice que je vous ai fait faire. Ce qui n'a pas ce goût-là est faux. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous attendez que l'autre, en fait, vous donne son assentiment pour vous autoriser à le ressentir,
J'espère, quand vous avez fait l'exercice tout à l'heure, assise, et je veux bien que vous l'envoyiez dans le chat pour votre réponse, j'espère que vous avez bien senti quelque chose de calme, d'apaisant arriver en vous. Si ce n'est pas le cas, faites-nous un petit signe, mais si c'est le cas, faites-nous un petit signe quand même. Ça veut dire que finalement, si vous l'avez ressenti, c'est toujours là. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours le sentir, la preuve, hein, si vous écoutez ce qui se passe à l'extérieur ou si vous regardez très précisément le visage qui est en face de vous parce que vous espérez avoir l'assentiment de quelque chose, forcément vous êtes en train de souffrir et vous ne pouvez pas sentir ce calme à l'intérieur de vous. Il est pourtant là. Qui vous êtes est déjà là, à 100%. Et en fait, ce dont vous me parlez, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les adultes encore, alors que c'est un schéma qui est puéril. C'est-à-dire que c'est un schéma qu'on a créé quand on était enfant. Un bébé, un bébé qui vit seul et qui s'en sort, si vous en connaissez un, présentez-le-moi. Ça n'est pas possible. Un bébé a besoin d'une attention H24 et par quelqu'un qui est suffisamment grand pour répondre à ses besoins. Et en général, c'est un adulte. Ça veut dire qu'on prend cette habitude de passer par quelqu'un d'autre pour pouvoir trouver son équilibre soi-même. Donc, il y a une boucle qui se forme de l'autre vers soi. J'ai besoin de quelque chose, j'en informe par un cri, et l'adulte en face vient répondre à ce cri. Sachant que parfois, on oublie de laisser les enfants tranquilles, ils sont HS fatigués, on continue de les prendre dans les bras. J'avoue que moi, quand je suis fatiguée, je préfère qu'on me laisse tranquille. Mais bon, c'est autre chose. Toujours est-il que cette boucle-là, à l'extérieur, va faire que si on la garde avec le temps, eh bien, on va toujours attendre que l'autre nous dise que ce soit bien ou pas bien ce qu'on fait, alors qu'en fait, il n'y a que vous pour savoir si c'est bien ou pas, parce que vous allez sentir en vous si c'est juste ou non pour vous-même. Et c'est ça qu'il faut vous approprier. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, quand quelque chose se dit ou se fait envers vous ou même devant vous, et qu'intérieurement, quand vous regardez ça intérieurement dans votre corps, vous ne sentez pas bien, vous avez la réponse. Cette chose-là, c'est faux. Ça n'est pas juste pour vous et c'est OK. Je vais vous donner un autre exemple très basique. Quand vous avez envie de pisser, il n'y a que vous qui savez, hein. Et là, je pense que vous n'allez pas demander au voisin s'il est d'accord, s'il trouve que oui, vous devriez y aller. C'est comme respirer finalement. Vous ne demandez pas non plus. Et depuis qu'on a démarré cette conférence, ben, l'inspiration et l'expiration, c'est permanent. Et ça ne vous pose aucun problème. Et vous demandez à personne, heureusement. Ben, c'est de cet ordre-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment du ressenti. Et donc, dès lors que vous attendez de passer par l'autre, en fait, ben, n'oubliez pas qu'avant, oui, quand vous étiez une enfant, une petite fille, vous étiez tenu de demander. Parce que quand on a un bébé, on n'a pas le choix. Quand on a un enfant, ça dure encore longtemps, on n'a pas vraiment le choix. On est bien obligé de demander l'autorisation pour sortir, pour voir des amis, pour inviter des amis. Voilà, même pour regarder la télé. Et puis, à l'adolescence, bah, il y a de plus en plus finalement de responsabilités qui nous incombent en grandissant, jusqu'à être adulte. Et adulte, ça signifie normalement s'appuyer sur soi-même. Ça veut dire qu'on ne passe plus par l'autre finalement pour pouvoir se retrouver. Vous êtes déjà l'amour. Vous avez donc déjà à vous offrir cette douceur, tout le temps, petit à petit, un peu plus chaque jour. Alors, la personne t'a répondu par rapport à l'exercice de la chaise Ouais, que tu as proposé tout à l'heure. Donc, elle ouais. dit, concernant l'exercice, ce n'était pas évident, surtout qu'en ce moment, je modifie mon cadre de vie, donc je suis en insécurité. Hier, une thérapeute disait que je n'avais pas les repères de la construction maternelle, de la construction de la figure maternelle, donc cela vient de là. Alors, on est d'accord que tout à l'heure, pour l'exercice, quand vous parlez d'insécurité, je parlais du siège. Je ne sais pas si c'est un siège dur ou mou, hein, sur lequel vous êtes installé, mais ce contact-là, je sais que parfois, il y a des personnes qui ont besoin de bouger pour sentir le contact, que lorsqu'on est fixe, on ne le sent pas bien. Et donc, c'est comme si finalement, même là, hein, à m'écouter, vous pouvez très bien essayer de comment dire, de vous appuyer un peu plus fortement, de vous relever, de bouger un petit peu sur le support simplement pour vous sentir en contact simplement avec, avec
le support et c'est vraiment de sentir que, ah oui, effectivement, je suis assise. C'est simplement ça, hein. C'est vraiment la prise de conscience, du contact. C'est simplement ça. Donc, on n'est pas dans l'insécurité où on pense à autre chose, parce que je sais bien que le problème aussi, c'est que lorsque on a toujours été sur le qui-vive de ce qui était autour de nous, eh bien, on en oublie même de penser à nous. En fait, on est accaparé par l'extérieur. Et je crains dans ce que tu viens de lire, Sylvie, qui est ça, c'est-à-dire que vous soyez finalement à toujours repenser à l'extérieur plutôt qu'à revenir vers vous. C'est pour ça que je vous parlais même de l'envie d'uriner, parce que quand on a envie d'uriner, c'est très interne à soi. Et donc même là, si vous prenez conscience de votre respiration, alors même peu importe comment vous respirez, c'est pas ça, hein, c'est simplement le fait d'inspirer, d'expirer, si vous sentez ça, quelque chose qui vous ramène à vous. Ou alors d'utiliser vos mains et puis de vous les passer sur les cuisses, là maintenant, tout de suite. Ou de vous frotter les mains l'une contre l'autre, mais cette fois-ci en vous concentrant sur le fait de prendre plus un doigt qu'un autre si vous massez vos mains. D'accord? Alors je vais me montrer, je sais pas si voilà, en faisant ça par exemple. Comme si finalement je me concentrais sur mon auriculaire. Puis après je reviens vers la paume de main. Quelle sensation ça fait? Juste de faire cet exercice-là. Essayez de faire ça. Et dites-moi comment est-ce que quel effet ça fait de vous concentrer juste sur le toucher, de voir votre main, l'observer. Juste ça. Sans compter que chercher toujours l'approbation de l'autre ou faire de l'autre en quelque sorte son référent, je trouve que c'est quelque chose qui est dangereux parce que, ben, comme tu le disais, on est 8 milliards d'autres et faire l'unanimité, en fait, ça sera jamais possible. Il y a toujours des gens dont on va pas avoir l'approbation. Et ça me fait un peu penser à l'histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire de l'âne de Nasreddin. C'est un vieux conte de sagesse arabe, je crois, Oui. où il y a un père et son fils qui ont un âne et qui se promènent dans le village. Et en fait, quelle que soit la façon dont ils utilisent l'âne, ils sont toujours critiqués. Alors, je ne sais plus dans quel ordre ça se présente. Genre, au début, le père met le fils qui est jeune sur l'âne et les habitants critiquent en disant oh là là, mais c'est le jeune qui devrait marcher. Pourquoi est-ce que c'est le vieux qui est obligé de marcher à pied? Alors, lors du voyage suivant, c'est le vieux qui monte sur l'âne et le petit qui est derrière. Et là, les gens critiquent à nouveau en disant oh, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune qui laisse marcher son père alors que c'est le vieux qui devrait se reposer? Alors après, ils montent tous les deux sur l'âne. Et là, les gens critiquent à nouveau en disant oh, le pauvre âne, mais il est beaucoup trop fatigué. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas à pied à côté de lui? Enfin voilà, c'est une histoire un petit peu humoristique pour montrer que quand on se fie, enfin pas on se fie, on se réfère au qu'en dira-t-on ou à la parole de l'autre ou au regard de l'autre, en fait, c'est très difficile d'obtenir tout le temps satisfaction parce que c'est quelque chose qui, par définition, est tout le temps changeant et bah, comme je le disais, on n'arrivera pas à avoir l'approbation de tout le monde. Donc, et puis, même si on ne visait que l'approbation d'une seule personne, c'est dangereux parce que c'est devenir en quelque sorte le jouet de cette personne. C'est vraiment Voilà. induire la manipulation quelque part, de chercher à être tout le temps approuvé. Mmh. En fait, tu as eu raison d'utiliser le verbe se fier parce que c'est ça. Au lieu de se fier à soi-même, c'est se fier à l'autre. Or, l'autre ne peut pas nous définir vraiment. Il va pas pouvoir nous dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Il n'y a que vous pour dire si ce plat vous plaît ou pas. En fait, c'est comme si à chaque fois que vous étiez à attendre que la réponse vienne de l'autre, il fallait que vous repensiez à mais est-ce que je pourrais demander à cette personne si je dois aller faire pipi maintenant? Voilà. Est-ce que je vais lui demander si je dois respirer maintenant? Est-ce que c'est cette personne qui va me dire si j'aime ce plat ou pas? Et puis, vous verrez qu'à chacune de ces réponses, enfin, ces questions, pardon, la réponse est non, bien évidemment, c'est vous et vous seulement. En fait, la problématique, c'est que on- quand on a commencé à parler de la valeur, c'est comme si on n'avait plus de valeur, en tout cas, on croyait possible perdre la valeur. C'est impossible, je vous le redis, votre valeur ne peut pas changer. Et derrière cette valeur, c'est comme si finalement on faisait de soi un objet. Alors moi, j'ai des objets autour, je vous promets que si j'en fais tomber un, vous entendrez du bruit, mais vous n'entendrez pas de plainte. Alors que si je vous prends et je vous laisse tomber par terre, je pense qu'on entendra un cri. C'est-à-dire que vous êtes non pas un objet, mais un sujet. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas là tel un objet à utiliser par d'autres, mais vous êtes le sujet de votre vie. C'est vous qui tenez les rênes. C'est vous qui décidez qui vous allez écouter ou pas. Et dans qui écouter, il y a un petit mot magique qui peut vous aider, c'est nous. Si vous pensez nous, le nous par exemple, c'est et vous
et moi. Je suis inclus dans nous. Donc, si vous pensez nous, vous allez vous inclure dans la relation. C'est important que lorsque vous répondez à une question, c'est vraiment vous qui répondez à cette question. C'est vous qui décidez. Mais vous faites partie de la relation. Donc, même quand il y a cette personne PN, donc là, si c'est la mère, le père, le conjoint ou la conjointe, peu importe, c'est un nous. Donc, l'autre, il donne son avis. Bah oui, mais vous avez le vôtre, en fait. C'est ça qu'il faut réintégrer petit à petit. C'est que vous avez votre avis, vous avez votre ressenti. Vous êtes autant que l'autre. En fait, personne ne peut décider pour vous, donc personne ne peut écrire à votre place votre histoire. Personne ne peut la décrire non plus. On ne peut pas parler à votre place. Vous savez, peut-être que quand vous étiez petit, c'était, on posait la question, alors est-ce que vous avez soif? Et puis c'était le parent qui disait, non, non, ils n'ont pas soif. Ben, en fait, si vous avez soif, dites-le. Alors, effectivement, ça peut prendre du temps à se réapproprier. Cette Tout à personne fait. disait que c'était sa maman, hein, qui était Ah, PN. ok. Moi, je peux témoigner que j'avais un papa qui était PN. Donc, effectivement, les premiers temps, on continue à répéter ce qui a été en fait notre imprégnation en termes de modèle relationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui empiète sans arrêt sur votre espace. Donc, les premières relations que j'ai eues, elles continuaient à fonctionner sur ce modèle-là. Mais c'est justement parce que je me rendais compte que c'était dysfonctionnel que j'ai entrepris une thérapie et que j'ai changé mes schémas. Donc, effectivement, de toute façon, on a tous été imprégnés de schémas plus ou moins dysfonctionnels. Hein. Nos parents, il y en a très peu, je pense, qui ont été idéaux, comme disait Nicole. Ils ont été Et parfaits heureusement. au sens où ils ont fait chacun de leur mieux. Mais voilà. Mais après, moi, j'ai envie de dire que n'importe quel fonctionnement peut être déconstruit. Il faut quelquefois du temps, il faut quelquefois se faire accompagner. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un PN qui croise ma route, je le reconnais tout de suite et surtout, ça ne prend plus. C'est-à-dire que la machinerie, un peu comme le monsieur qui témoignait tout à l'heure en observant ses filles, déjà, on la détecte beaucoup plus vite, on la reconnaît, parce qu'on a étudié à fond hein, le stratagème, on sait très bien comment ça marche. Et puis surtout, on ne se laisse plus happer par le fameux hameçon dont parlait Nicole. On reste détaché. Voilà, en fait, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est qu'effectivement, ce truc-là, ce blabla, comme dirait Nicole, qui est en train de se dérouler, ça appartient à l'autre. C'est son truc. Et que moi, je suis comme dans une sorte de bulle, en fait, comme si j'observais ça, mais sans que ça me touche. Voilà. Et qu'on ait eu un parent PN ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas une excuse, c'est peut-être plus long, c'est peut-être plus difficile. Par contre, ça ne veut pas dire que toute sa vie, on va rester une victime. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Oui. Quel que soit notre historique, c'est possible de changer son fonctionnement et c'est possible de sortir de ça. Surtout qu'on n'est pas victime. C'est important que vous ayez à l'esprit que vous n'êtes pas victime. Ne vous mettez surtout pas dans la tête que vous êtes victime parce que sinon vous aurez l'attitude de la victime et la victime se croit toujours inférieure, se croit moins forte, elle se croit dépossédée, etc. Non, vous êtes autant. Depuis le début, je vous dis qu'on a tous la même valeur. Donc le mot victime, balayez-le. Prenez conscience qu'à chaque fois que ça revient à l'esprit, c'est hop, 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 non, ça ne parle pas de moi, ça c'est un mensonge. Je suis autant que l'autre en fait. Et tant qu'à faire, de penser à autre, que cet autre soit quelqu'un que vous admirez, quoi. Prenez comme exemple quelqu'un que vous admirez et prenez conscience que vous êtes autant que la personne que vous admirez. Si vous êtes fan de quelqu'un, d'une star ou d'un oncle ou de je ne sais qui, vraiment, prenez conscience que vous avez autant de valeur que cette personne. C'est vraiment un super outil, ça, dans votre quotidien. Faites-le. Et quand je vous dis faites-le, c'est qu'il y a à pratiquer. Il n'y a pas une seule journée. On n'est pas en fait à se réveiller. Et vraiment tous, qu'on soit accompagnés dans nos quotidiens proches de PN ou pas, on a tous à se réveiller. Parce que le schéma de l'enfance qui nous a été retraduit tout à l'heure par cette dame, c'est quelque chose qu'on a tous effectivement, comme dit Sylvie, à réveiller. De s'appuyer sur le parent, ça n'a qu'un temps. À un moment donné, on doit s'appuyer sur soi. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'autoriser à manifester dans notre quotidien peut-être une vie qu'on n'a jamais vue se jouer par quelqu'un autour de nous, mais c'est quand même nous. Alors, on doit y aller, en fait. C'est ça, devoir jouer son rôle. Donc, n'hésitez pas, en fait. C'est ça la belle pièce du puzzle qui manque, tant que ce n'est pas joué. Merci Nicole. Alors écoute, j'ai plus de questions sur le chat. Est-ce que en dernière pièce du puzzle, tu veux un petit peu parler
de l'atelier du 23 février qu'on propose donc en complément à la conférence et auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez. En quoi, en fait, ça va être différent de ce que tu as proposé ce soir? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment apporter aux gens à travers cet atelier? Alors l'atelier, comme, ce qui se passe en fait dans votre vie, vous voyez bien, j'ai pas arrêté de vous dire: «Pratiquez, repensez à ça», puis je claque des doigts à chaque fois que je vous dis un truc. J'espère que je vous fais pas peur à chaque fois. Mais en fait, pour moi, je trouve que c'est tellement important de se réveiller, d'aller bien dans la vie. On souhaite tous être heureux, alors bon sang, bonsoir, mais qu'on se le propose dès le matin. Dans cet atelier justement, je voudrais pouvoir vous donner alors à la carte, l'avantage des ateliers, c'est que si vous voulez en dire plus, témoigner davantage parce que c'est des petits groupes, bah, ça c'est vraiment propice à ça. Donc on peut cibler, on a l'habitude avec, Sylvie de faire des ateliers, par ailleurs avec le livre. Et donc, bah, comment arrêter de souffrir? Ça passe par de la pratique quotidienne. Donc dans un atelier, ça veut dire que plus vous allez en détailler quelque part, plus à la carte, on va pouvoir étayer, ce qui va être nécessaire pour vous et puis d'aller donner un exercice. Alors ça peut être de la méditation un petit peu comme au tout début de notre séance de ce soir de conférence, mais c'est vraiment heu, pour qu'en pratique, parce que c'est de la pratique et c'est du quotidien, ça suffit pas d'avoir compris. Ça suffit pas d'avoir entendu, d'avoir expérimenté une fois. C'est quelque chose où on doit se défaire vraiment complètement d'une étiquette. S'être cru parce qu'on se l'est vécu comme ça en tant que victime, bah, victime, il faut l'arracher et c'est pas facile parce que ça a été longtemps, en fait, inscrit. Donc même si c'est depuis l'enfance, par exemple, eh bien, c'est vraiment tout un schéma à chaque fois qu'on va repointer parce que si ça passe pas par la fenêtre, c'est peut-être par la cheminée, quoi, parfois que ça revient et donc dans les ateliers, ben, on vient redéfinir, repointer pour chacun de vous, présents à l'atelier, eh bien, on vient redéfinir et enlever, par le biais d'exercices, par le biais d'exemples, par le biais un peu comme je l'ai fait ce soir, mais en précisant davantage quand même pour qui vous êtes. Là, je voulais quand même donner des outils très, très larges. C'est pour ça que je vous ai parlé des 2 états d'esprit avec, l'histoire du gland et cetera. Il y a des images autres, il y a cet exercice du ressenti, ça c'est une base et c'est une base sur laquelle on peut revenir de plein de manières différentes, mais ça demande à pratiquer. Donc l'important et ce qu'apporte un atelier, c'est une pratique régulière. Alors on s'était dit que ça devait avoir une régularité mais tout en vous permettant de pratiquer et d'être, dans un comment dire ça? De vous lâcher pour quelques semaines, mais pas trop longtemps pour pouvoir effectivement avancer ensemble et puis, cheminer ensemble. Bon, on verra peut-être ce rythme toutes les 2, Sylvie et puis avec vous, parce que les ateliers se construisent au fur et à mesure, mais c'est important en tout cas pour moi de vous amener à la résilience et la résilience, c'est comprendre qu'on n'est pas une victime, qu'il n'y a pas de bourreau et qu'on n'attend pas de sauveur. Heu, pour, cette dernière, personne qui parlait justement de la peine, donc mère, bah, c'est comme si finalement depuis toujours elle attendait que c'est pas sa mère, mais qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour la sauver. Bah, c'est vous. C'est vous seul qui pouvez vous sauver parce que vous, vous en avez la force et vous savez quel chemin prendre. Vous avez juste besoin que régulièrement quelqu'un vous montre la confiance que vous êtes déjà. Voilà, bah, les ateliers servent à ça. Voilà, l'autre avantage aussi des ateliers, c'est qu'on est en petits groupes. Tout petit. Ils ne sont pas diffusés en replay ou uniquement aux gens qui ont participé à l'atelier. Au contraire de cette conférence qui va être diffusée publiquement, les ateliers, personne ne les verra, sauf les personnes qui y auront participé. Et là, on voulait vraiment vous proposer plutôt un suivi individualisé où vous pouvez parler ouvertement de ce qui vous tracasse et où Nicole vous fera des réponses personnalisées, encore plus que ce soir. On propose aussi tous les vendredis, tous les 15 jours, le vendredi soir à 20h30, des ateliers ensemble autour du thème «Comment arrêter de souffrir?». Donc là, ce n'est pas dans le cadre du partenariat avec la VMPN, Mmh. mais comme le programme de ces ateliers-là est libre, on pourrait très bien aborder aussi les relations toxiques dans le cadre de ces ateliers, si vous souhaitez y participer et avoir justement un suivi régulier. À votre carte. En plus, c'est à la carte parce que vous pouvez très bien l'assister une fois et puis plus en avoir besoin pendant un certain temps, puis d'un seul coup, il y a quelque chose d'autre qui se présente dans votre quotidien et qui est ardu et de nouveau, vous pouvez à tout moment reprendre un atelier, le vendredi soir. C'est un vendredi sur 2. Mais oui, vous ça peut être par ce biais-là également, bien sûr. Voilà, et ces ateliers-là sont normalement à 35 €, mais on peut les faire au tarif des ateliers AVMPN qui sont à 22.
À ce moment-là, il suffit de me préciser que vous êtes adhérent à VMPN et on vous appliquera le tarif avec Nicole, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, Nicole, je vais finir en te lisant les remerciements des gens qui nous remercient pour le partage. Merci pour cette belle conférence et l'éclairage apporté. Alors, pour les ateliers du vendredi soir, je n'ai pas le lien là. Ils sont sur le site de la Web TV. Sinon, de toute façon, vous avez mon contact, la plupart, puisque c'est moi que vous contactez au sujet des ateliers Web TV. Donc, vous pouvez me faire un mail et puis je vous expliquerai. Au besoin, je vous remets, attendez, je vous remets sur le chat mon email. Ça, ceux qui veulent m'écrire peuvent le faire. Puis, Nicole, tu pourras aussi laisser le tien si les gens veulent te contacter directement. Mais pour les inscriptions, le vendredi, c'est moi qui les gère. Donc, c'est à moi qu'il faut écrire. Voilà, Nicole va vous laisser son email. Pour ceux qui regardent en replay, je vous les mettrai en dessous de la vidéo. Et puis, voilà, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Un petit mot de la fin, Nicole, sur la valeur? Vous êtes des gens géniaux. Alors, go, amusez-vous. Et puis surtout, repensez à ce premier exercice ou essayez de sentir juste ce qui est là, vous concentrer sur ça et dire « mais oui, je suis vivant, mais oui, je suis la vie ». Bah oui, alors savourez, quoi, vraiment. Et merci vraiment pour votre écoute, pour être venu et partager et avoir osé aussi témoigner parce que ça, c'est chouette pour vous, pour nous, pour ceux qui vont l'avoir aussi en replay et ça, c'est vraiment très précieux. Donc, merci aussi à vous qui êtes venus et partagez tout ça. Merci à vous. Et puis, pour l'exercice de la présence à soi, n'oubliez pas qu'il y aura le replay de la conférence sur la page où vous avez cliqué pour y participer ce soir. Donc, une fois que ce sera en replay, il vous suffit d'avancer le curseur jusqu'au moment où Nicole propose la méditation. Je ne sais plus trop à quel moment c'était, ça devait être dans la première demi-heure. Et comme ça, vous pouvez le refaire à volonté. Ce replay-là, il sera accessible gratuitement. Donc, vous pouvez vous faire l'exercice de la présence à soi tous les jours, plusieurs fois par jour, autant que vous voulez. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous embrasse. Et puis, bon replay à ceux qui ont regardé en replay. Je vais couper l'enregistrement.